L'histoire commence avec un garçon nommé Harel, assis avec sa famille pour le déjeuner. Le père d'Harel s'étonne du calme de son fils, affirmant qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit à l'idée de savoir quelle classe de héros il obtiendrait. Sa mère s'exclame elle aussi qu'elle est impatiente, tandis que sa grande sœur est convaincue que son frère surpassera tous ses camarades de classe. La mère acquiesce, persuadée que son fils attirera toutes les filles par son charme, ce qui inquiète la sœur d'Harel, craignant qu'on ne le lui arrache. Cependant, Harel garde les pieds sur terre et pense qu'il ne sera qu'un garçon ordinaire parmi d'autres. Dans le monde d'Harel, les classes de héros sont des dons d'un être supérieur accordés aux jeunes lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans, leur permettant de se spécialiser dans diverses compétences. Lorsque vient le moment de la cérémonie de bénédiction, tous les élèves se rassemblent à l'école et un prêtre commence par le premier garçon. Il pose sa main sur son front et l'enfant voit aussitôt une image de feu, confirmant qu'il deviendra forgeron. Le garçon retourne vers son père, rayonnant de joie, tandis que le prêtre poursuit avec les autres élèves. Quand vient le tour d'Harel, sa sœur affirme qu'il recevra une bénédiction spéciale et il s'avance vers le prêtre, encouragé par les acclamations de sa famille. Les gens commencent à chuchoter, envieux, persuadés qu'Harel héritera de classes avancées comme ses parents, Farah et Léon, respectivement princesses de... Mais lorsque Harel s'approche du prêtre, il ferme les yeux, se concentre et ne voit rien. Le prêtre, surpris, annonce qu'Harel ne possède aucune bénédiction et qu'il s'agit d'un cas rare, un héros. La famille d'Harel perd aussitôt toute son excitation, pensant avoir été dupée et voyant déjà son avenir réduit à celui d'un raté sans talent. Le lendemain, Harel se met à pratiquer l'escrime ordinaire. Ses parents lui assurent qu'ils ne l'expulseront pas de la maison. Harel leur répond qu'il va bien et qu'il ne veut pas être un poids mort, tandis que sa sœur promet de continuer à le soutenir. Voyant l'inquiétude de sa famille, Harel leur rappelle une fois de plus qu'il s'est toujours entraîné à l'escrime avec sa mère et qu'il peut rester utile. Même, cependant, il pense que sa mère est une terrible enseignante, car elle le projette toujours au loin durant l'entraînement grâce à sa force incroyable, conclut-il en terminant son explication. La mère d'Harel se réjouit que son fils soit si sage, tandis que son père songe qu'il pourrait en réalité décrocher un vrai travail. En les voyant tous s'extasier sur lui, Harel se lasse de l'attention de sa famille et part s'entraîner. En entrant dans le terrain d'entraînement, Harel aperçoit 2 élèves de la classe des épéistes en plein duel. Pendant qu'ils se battent, les garçons remarquent Harel et lui demandent ce qu'il fait là sans classe. Il leur répond calmement qu'il va s'entraîner comme eux. Mais les garçons rétorquent qu'ils s'amusent seulement avec leurs épées puisqu'ils n'ont pas besoin de s'entraîner grâce à leur classe. Ils proposent alors de montrer à Harel les compétences qu'ils ont acquises et reprennent leur affrontement. En les observant, Harel remarque la fluidité de leurs mouvements dus à la classe d'épéistes et leur demande de l'affronter. L'un des garçons rit de son audace, le défiant sans même avoir de classe. Mais Harel pense qu'il n'en a pas besoin et se sent insulté. Le garçon accepte donc le défi d'Harel afin de lui donner une leçon. Avant le combat, il lui demande de s'assurer qu'il a toujours la bénédiction de protection, ce bouclier temporaire que chacun reçoit à la naissance et qui se régénère tant que l'utilisateur ne subit pas de dommages. Harel acquiesce et confirme qu'il ne risque pas de perdre la vie face à leurs attaques puissantes, puis lui dit de se préparer au duel. Irrité par ses railleries constantes, le garçon fonce sur Harel et abat son épée. Mais celui-ci part aisément l'attaque, à la stupéfaction de son adversaire. Harel esquive ensuite une nouvelle taille avant de bloquer l'épée de son opposant dans une parade. Le partenaire du garçon croit qu'il s'amuse simplement et lui dit d'en finir. Mais il lui répond qu'Harel n'est pas si facile à combattre. Alors qu'ils échangent encore des parades, le garçon comprend qu'il ne peut vaincre Harel seul. Il triche et demande à son camarade de l'aider. L'autre saute sur Harel par derrière, mais celui-ci sent l'attaque et l'évite de justesse. En observant les 2 garçons se disputer entre eux, Harel réalise que leur classe ne leur apprend pas à travailler en équipe. Il en profite alors pour les achever tous les 2, les garçons le voient arriver. Mais soudain, Harel disparaît de leur champ de vision avant de réapparaître sous l'un d'eux et de l'assommer d'un coup de poing à la mâchoire. Alors que son coéquipier s'effondre, l'autre se précipite pour attaquer Harel, mais trébuche sur son ami, offrant ainsi à Harel l'occasion de l'assommer à son tour. Les 2 garçons à terre, Harel annonce calmement qu'il a gagné le combat, mais ils se fâchent et prétendent qu'il les a attaqués alors qu'ils n'étaient pas sur leur garde. Ils demandent un match retour,
qu'Arel accepte sans hésiter. Mais avant que cela ne commence, un garçon derrière eux les avertit de ne pas insister, leur rappelant qu'on ne peut pas inventer de fausses excuses comme celle-ci sur un vrai champ de bataille. Après que le garçon aux cheveux roux leur a dit qu'ils font honte à tous les épéistes, l'un des deux tente de répliquer, mais son ami lui rappelle le haut statut du roux. Le garçon aux cheveux rouges s'avance alors vers Arel et lui demande s'il est bien le fils de Farah, la princesse de l'épée. Quand Arel acquiesce, le garçon le félicite d'avoir appris une solide escrime auprès de sa mère. Cependant, il lui rappelle que les deux épéistes qu'il a mis à terre ne sont que des enfants inexpérimentés, tout en pointant son épée vers lui pour le défier dans un vrai combat. Le garçon déclare qu'il va prouver la véritable puissance de la classe des épéistes, tandis que les deux autres se demandent s'il n'est pas le fils d'Evan, le capitaine de la garde du village. Le garçon confirme son identité, et Arel se souvient que son père contactait souvent sa mère pour chasser les monstres. Arel trouve que ce joli garçon ne ressemble en rien à son père et se demande s'il finira lui aussi par devenir un homme bourru. Les épaules du roux se mettent à trembler tandis qu'il loue son père, qu'il considère comme un épéiste puissant et un mentor avisé. Il estime injuste que, malgré les grandes qualités de son père, la mère d'Arel lui ait volé son titre d'épéiste le plus fort du village. À ces paroles jalouses, Arel comprend que le garçon déverse simplement sa frustration sur lui à cause de la haine qu'il voue à sa mère. Le roux, gêné d'être percé à jour, demande tout de même à Arel s'il pense la même chose. Arel confirme que sa mère est bien la personne la plus forte du village, mais le garçon lui rétorque qu'il a hérité, lui, du meilleur talent d'épéiste de son père. Il veut donc vaincre Arel pour prouver que sa famille est supérieure. Une fois calmé, le garçon dit à Arel qu'il est devenu épéiste il y a déjà 1 an et qu'il s'entraîne assidûment sous la supervision de son père depuis. Grâce à sa pratique acharnée, le garçon pense qu'il n'a aucune chance de perdre. Cependant, Arel lui rappelle qu'il a lui aussi reçu l'enseignement de sa puissante mère et qu'il ne va donc pas perdre contre lui. Les deux garçons lèvent leurs épées pour commencer le combat et le roux attaque le premier. Arel part son attaque et riposte, et tous deux s'engagent dans une bataille acharnée. Observant les échanges, les deux autres garçons sont choqués de voir qu'Arel tient tête au roux malgré son absence de classe. En voyant le garçon manier son épée, Arel admet qu'il est bien plus fort que les deux autres, mais que ses mouvements sont motivés par la colère. Arel attend qu'il fasse une erreur pour attaquer lorsqu'une ouverture se présente. Cependant, le garçon déclenche une compétence double tranchant qui repousse Arel contre un mur. Le roux est surpris que sa première attaque ait été bloquée, mais remarque qu'Arel a été blessé par la seconde. Perdant finalement son calme, Arel demande quelle est cette capacité, et le garçon explique qu'il s'agit d'une compétence de classe épéiste qui ne peut pas être bloquée par quelqu'un sans classe. Pourtant, Arel se sent déterminé à apprendre à la contrer avec suffisamment d'entraînement, et le roux loue sa résilience. Quelques jours plus tard, la sœur d'Arel l'observe ronfler tard le matin et tente de le réveiller avec un baiser. Il se lève avant qu'elle ne puisse le toucher, la repoussant froidement de la tête. Offensée, sa sœur exige un baiser d'excuse avant qu'il ne quitte sa chambre pour aller prendre le petit déjeuner. Leur mère sourit et sert le repas, et la famille s'assoit pour manger ensemble. La sœur d'Arel lui demande s'il va s'entraîner à nouveau, et il hoche la tête. Cela la met en colère, et elle lui dit de se ménager et de la laisser le soutenir. Cependant, Arel l'ignore et se lève pour partir, et sa sœur se demande pourquoi il s'entraîne chaque jour depuis son retour à la maison, après avoir été mise à terre. Farah la rassure en expliquant qu'Arel ira bien, précisant qu'elles ignorent un secret. Elle emmène sa fille dehors et ouvre un coffre rempli d'épées brisées, révélant l'intensité de l'entraînement d'Arel ces derniers jours, ce qui surprend sa sœur. La mère d'Arel se sent heureuse que son fils ait été inspiré après avoir combattu d'autres enfants. La détermination d'Arel réjouit également sa sœur, mais elle souhaite toujours créer un monde où les personnes sans classe, comme lui, ne soient pas discriminées, tandis que leur mère sourit à son noble objectif. Pendant ce temps, dans une forêt, Arel frappe une cible d'entraînement sur un arbre avant de reculer pour préparer une attaque. Il libère ensuite une double tranche comme le rouquin et se sent satisfait de sa puissance, tandis qu'Arel pense que s'être fait battre par le rouquin en valait la peine. Un gobelin le suit silencieusement depuis des buissons. Il bondit pour attaquer avec sa massue, mais Arel se retourne et le vainc avec une double tranche, ressentant de la joie devant la puissance de sa technique.
Un grand monstre rugit derrière lui. Il se retourne pour signaler l'apparition du monstre à la sécurité du village, mais s'arrête après avoir entendu un cri paniqué. Reconnaissant le cri, Harel se retourne, pensant qu'il n'a pas le temps d'appeler la sécurité avant que cette personne ne soit blessée. Il saisit le manche de son épée et s'élance dans la forêt, se rassurant mentalement qu'il ira bien. Une fois proche de la source, Harel jette un coup d'œil depuis un buisson et voit le rouquin avec un bras ensanglanté. Puis, il remarque un hobgoblin géant au-dessus du garçon et se demande pourquoi il est apparu. Harel réalise alors que le rouquin s'entraînait aussi comme lui et avait vaincu quelques gobelins sauvages, ce qui a attiré le hobgoblin de tête. Alors que le hobgoblin pousse le garçon dans un coin, Harel se place derrière lui et se prépare à lancer son attaque depuis le meilleur angle. Harel prend une profonde inspiration pour se préparer et le rouquin pense que tout est fini pour lui. Le hobgoblin lève sa massue pour le coup de grâce, mais soudain, Harel l'abat avec une attaque en double tranche. Après que le monstre tombe au sol, Harel pense avoir enfin maîtrisé le jeu de jambes de cette technique. Le rouquin essaie de marcher, mais il trébuche dans les bras d'Harel. Remarquant que le garçon a perdu sa bénédiction de protection, Harel lui demande s'il a de l'eau bénite pour soigner ses blessures. Le garçon regarde silencieusement sa bouteille d'eau écrasée sur le sol, alors Harel lui propose sa propre eau bénite. Après avoir bu l'eau, ses blessures disparaissent et le rouquin se sent agacé par la puissance qu'Harel a acquise. Harel remarque que son énergie est revenue et le garçon le remercie pour son eau avant de lui demander à nouveau des détails sur sa puissante technique. Harel lui rappelle calmement que ce n'est qu'une double tranche, mais le garçon demande comment il a appris cette technique sans avoir de classe. Sachant que les personnes ordinaires ne peuvent pas apprendre de compétences spéciales, Harel explique qu'il a poussé son entraînement à ses limites pour cette seule technique. Le rouquin se sent confus. Alors Harel lui explique qu'il a appris la compétence en s'adaptant à son rythme et à son jeu de jambes. Puis, Harel dit au rouquin qu'il était la ressource la plus importante, car il l'a aidé à comprendre la technique après l'avoir battue des dizaines de fois avec elle. Alors que le garçon se sent dépassé par cette information, Harel lui dit qu'il a entraîné la technique de la double tranche pour le vaincre lors de leur revanche, impressionné par sa propre détermination. Le rouquin accepte le défi de la revanche. Harel lui demande s'il est sûr, mais le garçon lui répond que c'est le minimum qu'il puisse faire après l'avoir sauvé et guéri ses blessures. Harel se sent surpris qu'il sache comment rendre les faveurs et le garçon se sent insulté par sa faible opinion de lui. Bientôt, les deux garçons se préparent avec leurs épées et commencent leur duel avec une double tranche au même moment. Tout en étant choqué qu'Harel ait bloqué les deux attaques, le rouquin est touché. Il se demande ce que c'était et Harel lui dit qu'il a ajouté une troisième tranche. Le rouquin rappelle à Harel que cela s'appelle la double tranche, mais Harel explique que comme il n'a pas reçu de compétences prédéfinies d'une classe, il peut modeler sa technique comme il le souhaite. Il révèle au garçon que c'était la première fois qu'il utilisait avec succès la troisième frappe, ce qui le frustre encore plus. Le rouquin pense qu'une compétence de swordsman n'est censée perdre contre personne, alors Harel lui dit qu'il le prouvera lors d'un autre combat. Les deux garçons lèvent à nouveau leurs épées et le rouquin se calme, pensant qu'il a un avantage de vitesse sur Harel. Alors qu'ils lancent tous deux leur double tranche, le rouquin surveille la troisième tranche d'Harel. Cependant, la vitesse de cette troisième tranche le prend toujours par surprise et le fait tomber malgré le blocage. Harel pointe son épée vers le garçon vaincu et lui dit que ce résultat n'était que prévisible. Le rouquin lui demande pourquoi sa troisième frappe est si rapide, et Harel explique qu'il a appris l'astuce grâce à lui également. Harel révèle qu'il contrôle ses deux premières frappes pour qu'elles soient plus lentes et qu'il applique toute sa force sur la troisième frappe pour prendre l'adversaire au dépourvu. Se sentant complètement dépassé, le rouquin grince des dents en signe de défaite, tandis qu'Harel s'éloigne victorieux. Quelques jours plus tard, alors que la famille d'Harel dîne, Farah révèle que le fils d'Evan est parti s'entraîner à Brescia. Surpris par cette nouvelle, Harel demande ce qu'est Brescia, et sa mère lui explique que c'est la ville des épées. Elle lui raconte qu'elle s'entraînait dans une guilde là-bas avant son mariage, et Harel se sent excité à l'idée de visiter la ville et d'explorer tout son potentiel en tant que héros sans classe. 5 années plus tard, Harel, désormais plus âgé, prend la route vers la cité de Brescia à bord d'une carriole. En traversant une forêt, le cocher informe les passagers qu'ils atteindront bientôt Brescia après avoir gravi une colline.
Une femme, assise à l'intérieur, demande aux autres voyageurs s'ils se rendent tous au même endroit. Un barbare épéiste lui répond froidement, ce qui la pousse à lui demander pourquoi il est si agressif. Le barbare pointe alors du doigt sa tenue vulgaire. La jeune femme explique que, pour sa classe de duellistes aux doubles lames, moins de vêtements signifie plus de liberté de mouvement. Les deux épéistes commencent à se chamailler et le cocher souligne la puissance offensive de leurs classes avancées. Soudain, il stoppe net la carriole. Une horde d'orques sauvages bloque le chemin. Il demande alors aux deux bretteurs de prouver leur force. Mais, perdant leur assurance, les deux épéistes tremblent de peur en voyant l'imposant roi des orques se lever. Une simple villageoise, prise de panique, agrippe le bras du garçon pour se rassurer. Mais celui-ci la repousse violemment avant de s'enfuir. La femme suit son exemple et s'échappe à son tour, tandis que le cocher prend aussi la fuite. C'est alors qu'Arel s'avance calmement et fonce seul dans la horde d'orques. À mesure qu'il déchiquette ses ennemis, le cocher, resté non loin, remarque sa compétence de déplacement fulgurant. Voyant Arel encerclé, il pense que le jeune homme est condamné. Mais soudain, Arel se met à tournoyer comme une tornade, tranchant tous les orques autour de lui, à la stupéfaction générale. Le cocher reconnaît immédiatement la fameuse danse de l'épée, une technique légendaire de la princesse de l'épée. Il se demande comment Arel peut l'utiliser alors qu'il s'agit d'une technique réservée à une classe féminine. Sous ses yeux, Arel esquive l'attaque écrasante du roi des orques, bondit par-dessus sa tête et enfonce sa lame dans son crâne. La créature s'écroule, inanimée. Puis, Arel revient tranquillement et demande au cocher de le conduire à Brescia. Lorsqu'il annonce vouloir devenir plus fort là-bas, le cocher s'exclame qu'il est déjà bien trop puissant. Un jeune passager, émerveillé, demande à Arel quelle est sa classe. À la surprise générale, il révèle qu'il n'en a aucune. Il est totalement sans classe. On apprend alors que, 5 ans plus tôt, Arel avait montré à sa mère la technique du double tranchant qu'il avait apprise en observant le rouquin. Sa mère pensa d'abord rêver, mais Arel lui expliqua qu'il parvenait à acquérir des compétences même sans posséder de classe. C'est alors qu'il lui demanda de lui enseigner les techniques de la princesse de l'épée avant son départ pour Brescia afin de s'entraîner davantage. Éblouie par le talent de son fils, sa mère s'était aussitôt mise à vanter ses prouesses devant le reste de la famille. Le rêve d'Arel s'interrompt brutalement lorsque le cocher le réveille à Brescia. À peine descendu, Arel remarque autour de lui une multitude d'épéistes, dont plusieurs de niveau avancé. Curieux, il demande au cocher quelle est sa classe, mais celui-ci prétend être un simple homme ordinaire. Arel souligne pourtant qu'il avait reconnu avec précision ses compétences d'épéiste, ce qui prouve qu'il doit être très fort lui-même. Pris de court, le cocher avoue qu'il est en réalité un chevalier sacré avancé. Arel s'étonne alors de le voir conduire une carriole. Le cocher explique qu'il prend parfois des pauses loin des batailles pour se reposer en effectuant de simples trajets. Arel hoche la tête, comprenant qu'il est aussi important de souffler que de s'entraîner sans relâche. Avant de se séparer, le cocher lui conseille d'intégrer une guilde d'épéistes pour débuter. Il lui révèle que la cité organise de nombreux tournois d'escrime où l'on peut remporter de belles sommes d'argent. Cependant, il souligne qu'Arel ne pourra pas participer sans adhésion à une guilde. Arel accepte le conseil, plein d'enthousiasme à l'idée d'affronter des adversaires plus puissants. Mais le cocher l'avertit également. Certaines guildes sont peu recommandables, et il devra faire attention. Après son départ, Arel se retourne et s'avance dans les rues animées de Brescia. Il découvre la guilde des cavaliers qui recrute des chevaliers épéistes, ainsi qu'une guilde ouverte à tous, la Route de l'épée. Soudain, une fille se jette sur lui pour le serrer dans ses bras, mais elle s'écrase lamentablement au sol lorsqu'il l'évite d'un geste instinctif. Étonnée qu'il ait esquivé sans même la regarder, elle conclut qu'il est extrêmement puissant pour percevoir sa présence ainsi. Tandis qu'Arel demeure perplexe, la jeune fille lui demande s'il souhaite rejoindre une guilde. Comme il acquiesce d'un signe, elle commence aussitôt à lui faire un discours commercial sur sa nouvelle guilde. Elle lui tend un contrat, mais Arel s'éloigne sans dire un mot. La fille s'accroche alors à sa ceinture et lui demande pourquoi il s'en va. Arel lui répond qu'elle paraît bien trop désespérée. Il suppose que sa guilde manque cruellement de membres parce qu'elle est faible, même si elle tente de se vanter d'être une grande guilde renommée. Refusant de se laisser duper, Arel continue de marcher, mais la jeune fille finit par se présenter. Elle s'appelle Lilia.
Pour le convaincre, elle lui propose même un rendez-vous s'il accepte de rejoindre son groupe. Harel lui répond froidement qu'il n'est pas intéressé, la laissant sans voix. Il la compare intérieurement à sa sœur aînée, une fille qui se donne des airs alors qu'elle a une poitrine de planche à découper. Puis, sans détour, il lui demande quelle est la plus grande guilde de Brescia. Blessée par son manque de respect, Lilia se met aussitôt en colère. Soupirant pour se calmer, Lilia lui révèle que Blackblade est la guilde la plus puissante, composée de 8 épéistes de rang A. Elle lui indique leur emplacement et Harel se dirige aussitôt vers leur immense quartier général. Un garde l'intercepte et lui demande ce qu'il veut. Harel répond qu'il souhaite rejoindre la guilde et le garde lui dit alors de passer un test. Suivant ses indications, Harel se met dans la file d'attente pour s'inscrire à l'examen. Lorsque vient son tour, la réceptionniste lui explique que leur guilde n'accepte que des classes avancées. Harel déclare qu'il est sans classe et la réceptionniste éclate de rire avec mépris, l'invitant à partir immédiatement. Derrière lui, d'autres épéistes commencent à chuchoter, mais Harel insiste. Sûr de ses capacités, il demande la permission de tenter l'épreuve. La réceptionniste refuse fermement, affirmant qu'il n'a pas le pouvoir de changer les règles. Soudain, la salle s'illumine lorsque des épéistes de rang A entrent. À ce moment, Harel comprend qu'il vaut mieux tenter sa chance ailleurs. Il visite d'autres guildes, mais toutes le rejettent sans même prendre le temps de réfléchir. Abattu, Harel se rend compte qu'on ne lui a laissé aucune chance de prouver sa valeur. Il se souvient alors de la lettre de recommandation que sa mère lui avait donnée pour rejoindre son ancienne guilde. À l'époque, Harel pensait qu'elle était simplement trop protectrice, mais il comprend désormais qu'elle savait qu'il serait rejeté partout ailleurs. Décidé, Harel choisit donc de se tourner vers la guilde de sa mère. C'est alors que Lilia réapparaît, mais il l'ignore et s'éloigne. En marchant dans la cité, Lilia ne cesse de le supplier de rejoindre sa guilde pour la sauver. Harel refuse encore et encore, jusqu'à ce que Lilia, désespérée, lui propose d'aller jusqu'à lécher ses bottes pour le convaincre. Dégoûté, Harel s'en va, laissant la jeune fille humiliée devant les habitants outrés. Furieuse mais obstinée, Lilia jure de ne jamais abandonner. Finalement, Harel trouve l'emplacement de la guilde qu'il recherchait, mais Lilia le rattrape une fois de plus. Elle lui dit qu'il est le bienvenu et lui montre un quartier général immense. Intrigué, Harel s'étonne. Pourquoi une guilde dotée d'un siège aussi imposant semble-t-elle si faible? Lilia lui confie qu'autrefois, la guilde brillait de gloire, mais qu'elle a perdu toute sa puissance. Cependant, elle est persuadée qu'elle pourra restaurer la grandeur de Dragonfang, autrefois dirigée par le roi aux doubles épées. À ce nom, Harel se rappelle que sa mère avait elle aussi appartenu à cette guilde dans sa jeunesse. Pour la première fois, il accepte de visiter. Lilia l'emmène alors à l'intérieur et le conduit jusqu'à un siège. Soudain, un homme ivre surgit du canapé. C'est le père de Lilia. Furieuse, elle se met aussitôt à lui crier dessus. Lilia lui rappelle que le médecin lui a interdit de boire et qu'ils n'ont même pas d'argent pour acheter de l'alcool. Cependant, son père n'en a cure, et Harel réalise soudain qu'il s'agit du roi aux doubles épées. En remarquant le bras manquant de l'homme, Harel comprend que celui-ci lui ordonne de quitter la guilde, affirmant qu'elle est condamnée à disparaître. Lilia tente de l'arrêter, mais son père l'ignore et s'éloigne. Elle explique alors à Harel que son père fut l'un des plus grands épéistes de Brescia, mais que sa carrière s'est brisée le jour où il a perdu son bras. Elle pense qu'Harel ne voudra jamais rejoindre une guilde aussi misérable. Pourtant, contre toute attente, il décide d'en faire partie. Lilia croit rêver, mais Harel lui confie que les autres guildes le rejetteront de toute façon. Ravie, elle lui tend le contrat de la guilde et Harel s'assoit pour le signer. Une fois terminé, il remet le document à Lilia, qui découvre alors qu'il est totalement sans classe. Convaincue qu'Harel se moque d'elle, elle exige qu'il lui montre son certificat de classe. En l'examinant de plus près, Lilia se fige, puis se lève calmement, tire son épée et menace Harel de lui donner la classe des défunts s'il ne quitte pas immédiatement la guilde. Intrigué, Harel lui demande pourquoi elle veut le chasser et elle lui rétorque avec colère qu'elle a besoin de véritables épéistes pour relever sa guilde. Repensant à l'humiliation qu'il lui avait infligée, Lilia se sent frustrée d'avoir été ridiculisée par un bon à rien sans classe. À ce moment, une femme nommée Reina entre dans la pièce et Lilia se précipite aussitôt dans ses bras. Elle lui explique qu'un vaurien sans classe a tenté de la piéger, mais Reina reconnaît immédiatement Harel.
Surpris, Harel ne comprend pas comment elle le connaît. Rena lui révèle alors qu'ils viennent du même village natal. Elle lui rappelle qu'ils s'étaient affrontés lorsqu'ils étaient enfants, mais Harel avoue qu'il n'en a gardé aucun souvenir. Rena insiste en disant qu'ils se sont revus il y a 5 ans, mais Harel lui répond qu'il n'aurait jamais oublié une beauté pareille. Le visage de Rena vire aussitôt au rouge écarlate, et Harel finit par se souvenir avoir combattu un garçon roux. Cependant, Rena révèle la vérité. Elle est en réalité la fille unique du capitaine Evan. Harel s'excuse de ne pas l'avoir reconnue, et Rena suppose qu'elle doit paraître différente à cause de ses cheveux désormais longs. Pensant que ce n'est pas sa chevelure qui a changé, Harel laisse son regard glisser vers la poitrine de Rena, tandis que Lilia lui demande si c'est bien le sang classe qu'il avait vaincu autrefois. Lorsque Rena acquiesce, Lilia reste choquée qu'il s'agisse vraiment de lui. Rena déclare qu'elle ne perdra pas cette fois-ci, car elle est devenue beaucoup plus puissante. Encore marquée par sa défaite passée, elle lance à Harel un défi pour un duel de revanche, rien que pour l'honneur. Les 2 filles le conduisent alors jusqu'au terrain d'entraînement de la guilde, et Lilia ne cesse de s'étonner que Rena accepte d'affronter un « bon à rien » sans classe. Cependant, Rena admet qu'Harel est redoutablement fort et se dit déterminée à le vaincre. Une fois les 2 épéistes en place, Lilia joue le rôle d'arbitre et donne le signal du combat. Rena attaque immédiatement avec une coupe jumelle, car elle pense pouvoir bloquer sans difficulté. Mais les lames traversent sa défense et frappent son corps de plein fouet. Interloqué, il se demande comment elle a réussi à percer sa garde, tandis que Rena jette au sol sa lourde épée. Elle lui explique que son arme pèse 5 fois plus qu'une normale, ce qui rend impossible pour lui de contrer sa technique de la même manière. Elle révèle ensuite que sa classe de brute épéiste augmente considérablement sa puissance d'attaque. Choqué, Harel part son assaut et la félicite pour ses progrès impressionnants, alors qu'elle poursuit ses offensives sans relâche. Harel recule et reconnaît qu'il perdra s'il continue à l'affronter de front. Il s'étonne qu'elle dévoile ainsi ses propres secrets, mais Rena rétorque qu'elle est prête à tout pour le vaincre. Alors, Harel lui dit qu'elle ne pourra jamais le toucher avec sa vitesse, et elle fonce aussitôt pour le punir de son arrogance. Elle dévie son épée et frappe son corps, mais celui-ci disparaît dans une simple image résiduelle. À sa stupeur, Harel réapparaît derrière elle et effleure sa nuque d'un coup rapide. Ébranlée, Rena se demande comment il a esquivé son attaque, mais Harel lui rappelle qu'il ne s'agissait que d'une ombre. Sachant que la technique de l'ombre est l'apanage des épéistes suprêmes, Rena reste figée, abasourdie. Elle tente de l'attaquer à nouveau, mais Harel esquive tout avec aisance, expliquant que cette technique revient simplement à se déplacer très vite. Rena se sent insultée par cette explication trop simpliste, et Harel ajoute que cela lui a demandé énormément d'efforts pour la maîtriser. Il disparaît encore une fois et lui assène un nouveau coup, mais remarque que ses attaques n'endommagent pas la barrière protectrice de Rena. Souriante et fière, celle-ci révèle que les épéistes de puissance bénéficient aussi d'une défense renforcée. Rena tente de l'attaquer de nouveau, mais Harel esquive sur le côté et lui assène une contre-attaque foudroyante. Il révèle qu'il a appris cette riposte auprès de sa mère, et Rena s'écroule, vaincue. Témoin du combat, Lilia reste stupéfaite, mais finit par annoncer la victoire d'Harel. Rena, frustrée d'avoir perdu malgré les efforts qu'elle a fournis pour devenir plus forte, laisse échapper sa déception, tandis qu'Harel la félicite pour son talent. Cependant, il souligne qu'il est simplement plus fort qu'elle, et les larmes montent aux yeux de Rena. Lilia se précipite pour la réconforter, furieuse qu'Harel l'ait faite pleurer. Lui, perplexe, ne comprend pas pourquoi elle pleure alors qu'il vient de la louer. Rena, rougissante, prétend qu'elle n'a pas pleuré et s'enfuit en courant vers la guilde. Pourtant, à peine rentrée, ses sanglots éclatent au grand jour, et Harel comme Lilia l'entendent pleurer à chaudes larmes, répétant qu'elle a perdu malgré 5 années d'entraînement acharné. Après cela, Lilia accepte avec joie qu'Harel rejoigne leur guilde. Il remarque bien son changement d'attitude, mais elle fait semblant d'avoir toujours cru en sa force. Harel se souvient de son comportement agressif, puis l'oublie, et lui demande pourquoi leur guilde est sur le point de disparaître. Un peu gênée, Lilia lui avoue qu'ils sont endettés. Lorsqu'il lui demande combien, elle l'attire tout près et lui chuchote le montant à l'oreille, précisant toutefois qu'il pourrait tout rembourser s'il remporte le tournoi à venir. Lilia explique qu'il faut 3 membres pour participer, et Harel lui demande pourquoi Rena reste dans un endroit aussi misérable.
Lilia lui révèle qu'à son arrivée à Brescia, Reina avait été rejetée par toutes les grandes guildes. Cependant, son père avait perçu le potentiel de la jeune fille et l'avait accueillie avec bienveillance dans Dragonfang. Arel acquiesce, comprenant que Reina rend cette gentillesse en restant loyale à la guilde. Il assure à Lilia qu'il sera facile de régler leurs dettes grâce au tournoi. Mais Lilia n'est pas aussi confiante, car leurs adversaires pourront aligner jusqu'à 5 combattants, tandis qu'ils ne sont que 3. Alors qu'elle s'inquiète de leurs puissants ennemis, Arel, lui, se sent transporté d'excitation face à ce défi. Avec un regard déterminé, il déclare que combattre des adversaires puissants est la véritable raison de sa venue à Brescia, tout en sachant qu'on l'observait en secret depuis le début. Le maître de la guilde, témoin de son immense potentiel, s'éloigne en silence, convaincu d'avoir trouvé une pépite rare. Le lendemain, Arel se réveille dans une chambre inconnue, avant de se rappeler qu'il vit désormais au sein de la guilde Dragonfang. En sortant de sa chambre, il salue Lilia et Reina qui sont déjà installées à la table du petit déjeuner. Lilia lui demande s'il a bien dormi et Arel hoche la tête, avouant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas dormi dans un vrai lit. Remarquant que Reina reste totalement silencieuse, Arel se demande si elle est encore vexée d'avoir perdu contre lui. Mais Lilia interrompt ses pensées en annonçant une bonne nouvelle. Ils sont enfin éligibles pour participer au tournoi des guildes. Elle déclare avec enthousiasme que Dragonfang est officiellement inscrit et prêt à se battre. Curieux, Arel lui demande si la récompense du tournoi suffira à rembourser leurs dettes. Lilia acquiesce, puis commence à lui expliquer les règles de la compétition. Pour remporter la victoire, il faut éliminer tous les membres de la guilde adverse. Reina, inquiète, fait remarquer qu'ils risquent de tomber contre des adversaires redoutables, surtout qu'ils sont en infériorité numérique. Mais Lilia, toujours optimiste, affirme qu'ils ont peu de chances d'affronter un épéiste de rang A. Heureusement, dit-elle, leur guilde possède déjà 2 épéistes de rang B, ce qui la rend confiante. Arel, un peu perdu, demande ce que signifient ces fameux classements. Reina lève les yeux au ciel et le traite d'ignorant, tandis que Lilia lui explique calmement que les épéistes sont classés du rang D au rang A, selon leur puissance. Elle ajoute qu'il n'existe que 20 épéistes de rang A dans tout Brescia, et que Reina et elle sont toutes 2 de rang B. Même si Arel a vaincu Reina, Lilia ne soupçonne pas qu'il puisse être de rang A. La différence de puissance entre un B et un A est bien trop énorme pour être franchie aussi facilement. Soudain, Lilia se souvient que les affrontements du tournoi doivent être annoncés d'un instant à l'autre, et elle s'empresse de partir vérifier les résultats. Une fois Lilia partie, Reina se lève à son tour. Arel lui demande où elle va, et elle répond qu'elle s'en va s'entraîner. Intrigué, Arel lui demande de confirmer qu'elle est bien une épéiste de puissance, puis il l'interroge sur ses compétences secondaires. Reina lui explique qu'elle possède une capacité appelée Guts, qui renforce sa barrière de protection. Désireux d'apprendre cette compétence, Arel se lève soudainement et lui prend les mains. Reina, rougissante, pense qu'il tente un geste romantique. Mais Arel la déstabilise en lui demandant de le frapper, avec son épée toujours dans son fourreau. Il lui explique sérieusement que c'est ainsi qu'ils pourront mieux se comprendre. Reina, confuse et embarrassée, rétorque qu'elle n'est pas assez bizarre pour ce genre de relation. Arel, imperturbable, précise qu'il veut simplement apprendre sa technique Guts, rien de plus. Il pense que, puisque la compétence Guts augmente la capacité d'une personne à endurer les attaques, le meilleur moyen de l'apprendre est de se faire frapper à répétition. Reina lui rappelle qu'il ne peut pas simplement copier ces techniques, car elles sont une bénédiction de la déesse. Mais Arel rétorque qu'il a déjà réussi à apprendre les techniques double tranche et ombre, ce qui laisse Reina sans voix. Elle finit par l'emmener sur le terrain d'entraînement où Arel lui demande de lui prêter son épée lourde, pensant qu'il n'aura pas la force de la manier. Reina reste stupéfaite lorsqu'il la soulève sans le moindre effort. Arel lui explique que c'est le fruit de nombreuses heures d'entraînement acharné et qu'il est certain de pouvoir maîtriser la capacité Guts grâce à elle. Reina, touchée, reconnaît enfin les efforts d'Arel et décide de lui enseigner cette technique. Elle le prévient qu'elle n'ira pas de main morte, ce qui fait sourire Arel, heureux d'avoir trouvé une femme aussi forte venant du même village que lui. Rougissant à nouveau face à son compliment, Reina lève son épée et commence l'entraînement. Alors qu'il s'exerce, Lilia arrive en courant, complètement paniquée. Elle vient d'apprendre leur premier adversaire.
En larmes, elle annonce que leur premier match sera contre Blackblade, la guilde la plus puissante de toute la ville. Sachant que leur chef, George, est un véritable salaud sans scrupules, Lilia est persuadée qu'il n'aura aucune pitié pour eux. Mais malgré la peur, elle décide de ne pas fuir son destin et de tout faire pour que leur guilde soit prête. Lorsqu'elle remarque enfin Rhaina en train de frapper Harel, Lilia croit qu'ils se battent à cause d'une mauvaise entente d'équipe. Rhaina tente d'expliquer qu'il s'agit simplement d'un entraînement spécial, mais Lilia reste convaincue qu'elle se défoule sur lui. Épuisée, Harel se relève en se plaignant de la faim, mais Lilia lui dit de prendre d'abord de l'eau bénite. Les jours passent, et le moment du tournoi arrive enfin. Harel reste bouche bée devant l'énorme colisée et la foule immense rassemblée autour. Il entend des spectateurs murmurer à propos de leur combat à venir. Beaucoup sont impatients de voir s'affronter deux grandes guildes, mais presque tous misent sur Blackblade, persuadés que la guilde Dragonfang n'a aucune chance de gagner. Lilia, indignée, se prépare à leur prouver le contraire. Harel, intrigué, découvre qu'il existe des paris officiels pendant le tournoi. Lilia affiche alors un sourire malicieux en remarquant que les cotes de paris pour leur victoire sont de 20 contre 1. Harel, impressionné, trouve ce chiffre énorme, mais Lilia lui rappelle avec colère que cela signifie que personne ne croit en eux. Pourtant, elle voit là une opportunité en or. Si, par miracle, ils gagnent contre Blackblade, ils pourront arnaquer tous les parieurs et se faire une fortune. Sachant que leur guilde est condamnée à la faillite s'ils perdent, Lilia avoue qu'elle a hypothéqué sa maison et misé toutes leurs économies sur leur propre victoire. Rhaina, choquée, pense qu'elles sont folles puisqu'il y a plus de chances de perdre que de gagner. Mais Lilia répond avec un air déterminé qu'elles sont déjà au plus bas et qu'elles n'ont donc rien à perdre. Soudain, George s'approche, applaudissant Lilia pour son ardeur à défendre la guilde de son père. Il lui demande des nouvelles du « héros sans classe » qu'elle a recruté, avec un ton moqueur que Lilia reconnaît immédiatement. Faisant mine d'être sincère, George prétend qu'il est simplement attristé de voir la décadence de la guilde rivale. Il se vante d'avoir organisé le duel exprès, pour que tout le monde voie l'ancienne plus grande guilde affronter la nouvelle plus forte. Avec un sourire narquois, il ajoute qu'il lui a même donné une belle occasion de gagner de l'argent grâce au pari, tout en riant, certain qu'elle n'a aucune chance contre ces épéistes classés. Ah! Furieuse, Lilia lui lance qu'ils gagneront quoi qu'il arrive, mais George s'en va, la laissant bouillir de rage. Harel remarque à quel point George est rusé, capable de se moquer tout en paraissant courtois. Quand le moment du match arrive, le présentateur met l'ambiance et la foule explose en acclamations. Harel constate que George ne combattra pas personnellement, pensant que c'est peut-être un signe de clémence. Mais Lilia le détrompe. Tous les membres de Blackblade sont des épéistes de rang A. Rhaina, elle, se prépare sérieusement, convaincue qu'ils ne leur feront aucun cadeau. Harel, lui, sent l'excitation monter à l'idée d'affronter des adversaires aussi puissants. Bientôt, l'annonceur proclame le premier combat. Le duel opposera Geo de Blackblade à Harel, le sans-classe de Dragonfang. Alors qu'il entre dans l'arène, les murmures du public s'élèvent autour de lui. La foule se met à chuchoter, se demandant pourquoi la guilde Dragonfang a envoyé un faible sans classe se faire humilier. Geo, de son côté, trouve que le combat est une pure perte de temps. Lorsque l'annonceur donne le signal, Geo se téléporte instantanément devant Harel et le transperce avec sa lance. Lilia pousse un cri de stupeur, mais Rhaina la rassure, ce n'est qu'une ombre. L'image d'Harel disparaît aussitôt et le sourire arrogant de Geo s'efface. Il se retourne et plante sa lame dans le corps derrière lui, pour découvrir qu'il s'agit encore d'une ombre. Désormais, deux Harel se tiennent face à lui dans l'arène. Convaincu qu'il peut les éliminer d'un seul coup grâce à sa technique de frappe éclair, Geo se prépare à bondir. Mais une troisième silhouette d'Harel surgit derrière lui. Pris de court, il attaque les trois ombres à la fois, les dispersant en un éclair, jusqu'à ce que le vrai Harel apparaisse sous lui et le terrasse d'un unique coup. Geo s'effondre, incapable de comprendre comment Harel peut créer trois ombres à la fois. Harel lui répond calmement que sa mère peut en créer 5 sans même forcer. L'arbitre déclare alors la victoire de Dragonfang et la foule explose en acclamations. Lilia saute de joie, tandis que Rhaina reste abasourdie qu'un sans-classe ait pu vaincre un épéiste de rang A aussi facilement.
Tandis que les soigneurs emmènent Géo sur une civière, Harel songe qu'il lui faudra encore de l'entraînement avant de pouvoir copier la frappe critique de son adversaire. Le public, lui, n'en revient pas qu'un simple sans classe dépasse des épéistes aguerris. George observe la scène en silence, le regard assombri, tandis que le match suivant commence. Le prochain combattant de Black Blade fonce sur Harel en dégainant son épée, mais celui-ci part sans effort chacune de ses attaques. D'un mouvement rapide, Harel lui assène un coup double et remporte à nouveau la victoire. Dans le combat suivant, son adversaire tente un duel rapproché au poignard, mais Harel apparaît derrière lui comme un fantôme et le met au tapis. Même ses coéquipières n'en reviennent pas. 3 victoires d'affilée. Rena demande à Lilia pourquoi elle ne se bat pas, mais Lilia, lucide, admet qu'elle n'aurait aucune chance et préfère encourager leur prodige. Elles se joignent à la foule pour l'encourager alors qu'Harel affronte un porteur de bouclier. Ce dernier encaisse les assauts, persuadé qu'Harel ment sur son absence de classe. Mais Harel, impressionné, le félicite et explique qu'il devra l'épuiser petit à petit, car il ne peut percer sa défense. Le combattant lui rétorque qu'un héros sans classe ne devrait même pas en être capable. Harel lui répond calmement qu'il a simplement travaillé dur pour en arriver là, mais le porteur de bouclier secoue la tête. Selon lui, les classes ne peuvent pas être surpassées par le simple effort. Il feint alors une attaque à l'épée avant de foncer sur Harel avec son bouclier, espérant le surprendre. Mais Harel anticipe le mouvement grâce à sa capacité de prémonition et riposte avec une contre-attaque fulgurante. Le choc fait voler le bouclier de son adversaire, qui reste bouche bée. Il comprend qu'Harel a appris la technique en l'observant lors de son précédent combat. Harel, pour sa part, admet intérieurement qu'il est encore loin de maîtriser cette technique, mais qu'il peut déjà l'utiliser au combat après l'avoir vue une seule fois. Il enchaîne avec un coup de pied de contre-attaque, projetant encore son adversaire en arrière. Ce dernier est abasourdi. Comment ce type peut-il assimiler une compétence aussi vite ? Harel s'avance alors tranquillement, ramasse le bouclier tombé au sol, ce qui met son adversaire en rage. Le porteur de bouclier charge pour le punir de son insolence, mais Harel esquive d'un pas fluide et l'abat en utilisant sa propre technique de contre-bouclier. L'arbitre proclame la 4e victoire consécutive d'Harel et la foule se déchaîne. Beaucoup commencent à douter. Est-il vraiment sans classe ? Les organisateurs du tournoi, suspicieux, exigent alors de voir sa carte de classe. Harel accepte sans protester. L'annonceuse insère la carte dans la sphère de cristal et le silence tombe lorsque la lumière confirme. Harel est bel et bien sans classe. George, dans les gradins, commence à sentir la pression de la défaite. Même Rena, d'ordinaire si froide, commence à espérer sincèrement qu'il puisse gagner le match. Lilia, quant à elle, est partagée entre fierté et frustration. Si elle avait su qu'Harel cachait une telle puissance, elle aurait vendu ses héritages familiaux pour miser encore plus d'argent sur eux. Rena murmure qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse progresser à ce point et se demande comment Harel s'est entraîné pendant ces 5 dernières années. Lilia, elle, laisse son esprit dériver vers des pensées plus sombres. Si le pire devait arriver à la guilde, elle pourrait toujours la reconstruire avec Harel à ses côtés, ou mieux encore, en l'épousant. Son regard devient si inquiétant qu'Harel en frissonne intérieurement, ressentant une aura malicieuse émaner d'elle. Soudain, la voix de l'annonceuse retentit. Le dernier combattant de Black Blade entre dans l'arène, le maître Masamune. Harel remarque immédiatement la katana qu'il porte à la taille et Reina réalise avec stupeur qu'il s'agit d'un épéiste de classe samouraï, une classe extrêmement rare. Lilia comprend aussitôt. Masamune est l'atout secret de Black Blade, leur arme ultime pour ce tournoi. Lorsque le combat commence, Masamune avance d'un pas tranquille, pose la main sur la garde de son sabre et Harel sent son cœur se serrer sous la pression. Remarquant l'hésitation d'Harel, Masamune esquisse un sourire et confirme qu'il attend simplement qu'il s'approche pour utiliser sa technique ultime. Entendant cette provocation, Harel commence à avancer vers Masamune, ce qui le surprend. Il explique qu'ils ne peuvent pas rester plantés là comme des arbres pendant tout le combat et qu'il veut aussi voir les attaques les plus puissantes de son adversaire. Masamune ricane et lui dit qu'il n'aura ni le temps de réagir, ni celui d'observer s'il libère sa technique ultime. Cependant, Harel garde confiance en sa propre vitesse et continue d'avancer. Il remarque que l'épée de Masamune est toujours dans son fourreau et se demande s'il compte vraiment porter l'attaque finale en un seul coup.
Harel pense à utiliser ses ombres, mais renonce. Masamune est bien trop concentré pour tomber dans ce genre de piège. Il s'arrête juste devant son adversaire, conscient qu'un seul coup décidera de l'issue du combat. Les deux garçons retiennent leur souffle, et lorsque Harel fait son dernier pas, Masamune frappe instantanément d'une attaque fulgurante. Mais Harel disparaît juste devant lui, et Masamune reste figé, stupéfait de voir qu'il s'est déplacé si vite avec son véritable corps. Derrière lui, Harel le félicite pour sa vitesse, tout en ajoutant que celui qui l'a entraîné est encore bien plus rapide. Il libère alors une tempête perçante qui submerge Masamune et le projette au sol. Reina et Lilia restent bouche bée. Elles reconnaissent la technique finale de la princesse de l'épée. La foule, elle, n'en croit pas ses yeux. Harel a remporté le combat. Le commentateur confirme la victoire, et tout le monde se met à crier contre la lame noire pour avoir fait perdre tout leur argent sur les paris. Les deux coéquipiers d'Harel célèbrent leur victoire, et Lilia essaie de le serrer dans ses bras à son retour. Il l'esquive, la laissant tomber, en expliquant que c'était un réflexe de défense hérité de sa grande sœur. Lilia se relève enjouée, pensant déjà à tout l'argent qu'ils ont gagné, tandis qu'Harel remarque Reina, les bras ouverts. Elle se rend compte de sa pose embarrassante et rougit, mais Harel lui dit qu'il aimerait bien la serrer dans ses bras, sans l'armure. Lilia lui propose aussitôt d'exaucer ses désirs, mais il l'évite à nouveau, la laissant retomber, tandis que George serre les dents, prêt à venger cette défaite humiliante. Ce soir-là, lorsqu'ils revinrent à la maison de Guilde, ils commencèrent immédiatement à célébrer, des verres à la main. Harel était encore sous le choc d'apprendre que Lilia était assez âgée pour boire, mais celle-ci affirmait qu'elle était une femme adulte. Même si elle paraissait un peu petite, elle n'arrivait toujours pas à croire qu'Harel avait, à lui seul, vaincu 5 épéistes classés parmi les meilleurs de la guilde la plus prestigieuse du pays. Elle décida qu'elle devait absolument tenter de le séduire, car il représentait pour elle la chance de sortir de la pauvreté et de l'obscurité. Elle essaya alors de lui demander sa main, prétendant qu'elle pouvait combler tous ses désirs. Mais Harel, véritable Sigma, la rejeta sans hésitation, déclarant qu'il préférerait quelqu'un comme Reina à la place. Cette remarque fit immédiatement rougir Reina, qui se leva brusquement en criant à Harel d'arrêter de dire des absurdités, simplement parce qu'il voulait repousser Lilia. Mais Harel, lui, semblait tout à fait sérieux. Il lui demanda pourquoi elle pensait qu'il se moquait d'elle, et Reina répondit que, lorsqu'ils étaient enfants, il l'avait traitée d'homme pendant un duel à l'épée. Elle affirma que tout le monde lui avait toujours dit qu'elle n'avait aucun charme féminin, mais Harel, en voyant 2 grands arguments féminins bien visibles, ne pouvait qu'être en désaccord. Lilia réalisa alors que Reina n'avait absolument aucune idée de sa plus grande force, ni de la manière dont elle pouvait l'utiliser, donc elle n'avait pas vraiment à s'en inquiéter. Sur ce, elle commença à frotter les jambes d'Harel, prétendant qu'il devait être fatigué après tout ce combat de la journée, et lui dit de la rejoindre dans la chambre. Reina, immédiatement gênée, supplia Lilia d'arrêter de dire des choses étranges, mais Lilia afficha un sourire rusé, affirmant qu'elle voulait simplement lui offrir un massage bien mérité après une journée épuisante. À sa grande surprise, Harel répondit qu'il préférerait plutôt recevoir un massage de Reina. Son idée du massage consistait en réalité à se faire littéralement écraser par Reina sur le terrain d'entraînement, tandis qu'il tentait de maîtriser la magie de renforcement que Reina utilisait avec une aisance déconcertante grâce à sa classe et à ses compétences. Depuis le balcon, Lilia observait la scène, se demandant si Harel avait seulement la moindre idée de ce qu'était un vrai massage. Le vacarme constant finit par réveiller le père de Lilia, qui descendit sur le terrain d'entraînement complètement ivre, se plaignant du bruit et disant qu'il n'avait pas besoin d'évacuer la frustration de leur défaite avant même que le tournoi ne commence, et encore moins au milieu de la nuit. Mais Lilia lui répondit qu'ils avaient en réalité gagné leur match, et pas contre n'importe qui, contre la meilleure guilde actuelle. Cette révélation attira immédiatement son attention, bien qu'il pensât d'abord que la guilde Blackblade avait envoyé ses recrues de rang B ou C comme chair à canon. Cependant, Lilia le surprit encore davantage en déclarant que tous leurs adversaires étaient de rang A, et pas seulement cela. Mais Harel les avait tous vaincus à lui seul, sans aucune aide. Cette révélation fit aussitôt sortir le père de Lilia de sa gueule de bois. Il fixa Harel, couvert de bleu et d'égratignures, se demandant si ce gamin était réellement aussi fort qu'on le disait. Lilia déclara alors qu'elle avait parié une grosse somme d'argent,
et comme Harel avait balayé l'équipe adverse sans laisser la moindre chance, elle avait touché le jackpot. Non seulement ils n'étaient plus endettés, mais ils disposaient désormais d'assez d'argent pour financer leurs activités pendant un bon moment. Son père, cependant, demeurait sceptique. Selon lui, si ce garçon était vraiment aussi talentueux, il serait bientôt recruté par des guildes bien plus grandes, influentes et riches. Il conseilla donc à sa fille de ne pas trop se faire d'illusions. Mais Lilia lui répondit de ne pas s'en faire, puisqu'elle allait bientôt épouser Harel, ce qui signifierait qu'ils seraient liés pour la vie. Harel annonça aussitôt qu'il n'était absolument pas question de faire une telle chose avant de se tourner vers le père de Lilia. Il déclara que Lilia avait peut-être la tête dure, mais qu'au moins elle n'était pas une loque qui abandonnait tout. Cette remarque, clairement destinée à piquer le père, fit briller une lueur dangereuse dans son regard. Mais Harel, inconscient du danger, continua en disant qu'il devrait arrêter de se morfondre et commencer à agir de son âge, car il lui restait encore une main capable de tenir une épée. Ces mots déclenchèrent aussitôt la colère de Rod, qui attrapa Harel par le col et lui ordonna de se taire sur des sujets qu'il ne comprenait pas. Il lui lança qu'un épéiste maniant 2 lames, mais incapable d'en manier 2, n'était rien d'autre qu'un gaspillage d'air. Harel répondit qu'il n'était pas d'accord, affirmant qu'il était lui-même un épéiste sans classe qui continuait malgré tout à se battre et à progresser dans ce monde. Sur ce, Rod le repoussa violemment et remonta les escaliers sans ajouter un mot. Lilia et Reyna se précipitèrent aussitôt vers Harel pour vérifier qu'il allait bien. Lilia s'excusa pour le comportement de son père, tout en le remerciant d'avoir pris sa défense. Harel répondit que, même après avoir perdu un bras et s'être retiré depuis si longtemps, son père restait incroyablement fort, et qu'il était vraiment dommage qu'un homme doté d'une telle puissance et d'une telle expérience refuse d'en faire usage. Il pensa alors à toutes les techniques impressionnantes qu'il pourrait apprendre d'un maître du double sabre, et se promit de motiver le père de Lilia, Rod, à reprendre l'épée un jour. Quand Lilia apprit qu'il cherchait à apprendre de nouvelles compétences, elle lui suggéra d'explorer quelques donjons proches de la ville. Harel n'avait aucune idée de ce qu'étaient ces donjons, alors Reyna lui expliqua. Ce sont des cavernes souterraines où des monstres apparaissent par centaines, remplis de pièges mortels. C'est l'endroit idéal pour acquérir de nouvelles compétences, gagner de l'expérience en combat réel et se préparer pour le tournoi du dieu de l'épée. Harel n'a absolument aucune idée de ce dont elle parle. Alors elle lui explique que chaque année, la ville organise un tournoi où les meilleurs épéistes du pays s'affrontent pour démontrer leur talent et prouver qu'ils sont le plus grand bretteur du royaume. Lilia sort aussitôt un formulaire et dit à Harel de le remplir s'il veut participer. Mais à l'horreur de Reyna, il le déchire juste devant elle. Reyna, confuse, lui demande s'il ne veut pas participer au tournoi. Mais Harel répond que Lilia essayait de le piéger en lui faisant signer un certificat de mariage à la place. Lilia éclate de rire, affirmant qu'elle voulait simplement sonder le terrain. Mais Harel, lassé de jouer les gentils garçons, l'attrape et la bloque dans une prise d'étranglement arrière pour lui donner une bonne leçon. Le lendemain matin, Harel se réveille pour découvrir que Lilia tente de l'attaquer, mais il esquive son geste et la ligote au lit avant de partir. Plus tard dans la journée, ils se dirigent tous ensemble vers les donjons. Lilia explique que chacun doit se placer sur des cercles de téléportation qui permettent de se rendre au niveau du donjon souhaité, mais qu'on ne peut accéder qu'aux étages déjà visités auparavant. Elle affirme avoir atteint le 12e niveau, tandis que Reyna est déjà parvenue au 14e. Harel décide aussitôt d'accompagner Reyna au 14e niveau, mais Lilia lui explique que ce n'est pas possible. Il doit d'abord s'y rendre physiquement pour pouvoir y retourner ensuite. C'était une vraie déception pour Harel, qui voulait affronter les monstres les plus puissants dès le départ. Lilia le rassure cependant. Elle connaît un passage très court qui permet d'atteindre les étages inférieurs beaucoup plus vite. Ils acceptent le plan, mais Lilia essaie aussitôt d'isoler Harel, prétendant que Reyna peut continuer seule son exploration du 14e niveau puisqu'il n'a pas besoin de 2 guides et commence à le tirer par le bras. Mais Harel n'est pas si facile à manipuler et invite Reyna à les accompagner. Dès qu'il pose pied sur le premier étage, 2 chevaliers en armure les attaquent immédiatement. Harel dégaine son épée et affronte l'un d'eux, tandis que Reyna se charge de l'autre. Il remarque avec surprise que, malgré le poids de leur armure, les chevaliers bougent avec une agilité incroyable, rien qu'ils ne puissent gérer.
Il utilise alors sa technique de pas éclair et tranche la tête de son adversaire avant de réaliser que l'armure est vide. Elle est animée par la mana du donjon lui-même. Le chevalier continue à bouger sans tête, et Reyna explique qu'ils n'ont pas de véritable faiblesse et ne ressentent aucune douleur. Harel décide alors de viser les jambes. Le coup fonctionne parfaitement, et les chevaliers magiques s'effondrent au sol. Reyna achève aussi son adversaire et affirme qu'ils vont bientôt se régénérer. Il faut donc continuer sans tarder. Harel n'a absolument aucune idée de ce dont elle parle. Alors elle lui explique que chaque année, la ville organise un tournoi où les meilleurs épéistes du pays s'affrontent pour démontrer leur talent et prouver qu'ils sont le plus grand bretteur du royaume. Lilia sort aussitôt un formulaire et dit à Harel de le remplir s'il veut participer. Mais à l'horreur de Reyna, il le déchire juste devant elle. Reyna, confuse, lui demande s'il ne veut pas participer au tournoi. Mais Harel répond que Lilia essayait de le piéger en lui faisant signer un certificat de mariage à la place. Lilia éclate de rire, affirmant qu'elle voulait simplement sonder le terrain. Mais Harel, lassé de jouer les gentils garçons, l'attrape et la bloque dans une prise d'étranglement arrière pour lui donner une bonne leçon. Le lendemain matin, Harel se réveille pour découvrir que Lilia tente de l'attaquer, mais il esquive son geste et la ligote au lit avant de partir. Plus tard dans la journée, ils se dirigent tous ensemble vers les donjons. Lilia explique que chacun doit se placer sur des cercles de téléportation qui permettent de se rendre au niveau du donjon souhaité, mais qu'on ne peut accéder qu'aux étages déjà visités auparavant. Elle affirme avoir atteint le 12e niveau, tandis que Reyna est déjà parvenue au 14e. Harel décide aussitôt d'accompagner Reyna au 14e niveau, mais Lilia lui explique que ce n'est pas possible. Il doit d'abord s'y rendre physiquement pour pouvoir y retourner ensuite. C'était une vraie déception pour Harel, qui voulait affronter les monstres les plus puissants dès le départ. Lilia le rassure cependant. Elle connaît un passage très court qui permet d'atteindre les étages inférieurs beaucoup plus vite. Ils acceptent le plan, mais Lilia essaie aussitôt d'isoler Harel, prétendant que Reyna peut continuer seule son exploration du 14e niveau puisqu'il n'a pas besoin de 2 guides et commence à le tirer par le bras. Mais Harel n'est pas si facile à manipuler et invite Reyna à les accompagner. Dès qu'il pose pied sur le premier étage, 2 chevaliers en armure les attaquent immédiatement. Harel dégaine son épée et affronte l'un d'eux, tandis que Reyna se charge de l'autre. Il remarque avec surprise que, malgré le poids de leur armure, les chevaliers bougent avec une agilité incroyable, rien qu'ils ne puissent gérer. Il utilise alors sa technique de pas éclair et tranche la tête de son adversaire avant de réaliser que l'armure est vide. Elle est animée par la mana du donjon lui-même. Le chevalier continue à bouger sans tête, et Reyna explique qu'ils n'ont pas de véritable faiblesse et ne ressentent aucune douleur. Harel décide alors de viser les jambes. Le coup fonctionne parfaitement, et les chevaliers magiques s'effondrent au sol. Reyna achève aussi son adversaire et affirme qu'ils vont bientôt se régénérer. Il faut donc continuer sans tarder. Cela choque complètement son groupe, tandis qu'il utilise à nouveau la même technique du pas divin pour réduire la distance et passer à l'attaque, frappant le chevalier d'une série de coups qui sont aussitôt bloqués. Le chevalier est forcé de reculer, mais il utilise une compétence qui augmente la gravité dans la pièce, forçant les autres à tomber au sol. Cependant, Harel maintient facilement sa position, car il a déjà affronté la même situation lorsqu'il était plus jeune, s'entraînant contre sa mère. À cette époque, il avait dû mobiliser toute sa force simplement pour rester debout, si bien que lorsque sa mère attaquait, il ne pouvait rien faire. Mais cette fois, c'est différent. Il utilise la pièce d'or pour annuler l'attaque, ce qui crée une petite ouverture, et Harel en profite pleinement, déclenchant l'une de ses plus puissantes capacités appelée « rupture infinie ». Le chevalier éclate en morceaux après cette attaque, choquant tout le monde présent dans la salle. Il retrouve ses forces grâce à un peu d'eau bénite, puis tous quittent le donjon en sécurité grâce au sort de téléportation. De retour à la taverne, Rod buvait encore quand il surprend une conversation entre 3 jeunes imbéciles qui se vantaient d'avoir piégé les nouveaux membres de la guilde du Croc du Dragon, assurant qu'ils ne reviendraient probablement jamais. Rod s'avance vers eux et brise leur table d'un seul coup de poing, leur ordonnant de tout révéler. Mais il est interrompu par Jorg, qui le traite de bon à rien ivrogne. Rod comprend immédiatement que tout cela a été orchestré par Jorg, ce qui signifie que les chances de survie de sa fille sont pratiquement nulles. Complètement anéanti, il se jette sur Jorg.
mais est repoussé comme un vulgaire paysan, avant de tomber à genoux, souhaitant de tout cœur pouvoir sauver sa petite fille. Mais une voix soudaine venant de la porte attire son attention, et il se tourne pour voir Lilia, accompagnée d'Arel et Reyna, entrer dans la taverne. Tout en parlant de la faim qui les tenaille, Lilia aperçoit son père et l'horrible Jorg, mais reste surprise lorsque Rod la serre dans ses bras avec force, remerciant Dieu d'avoir veillé à la sécurité de sa fille. Reyna interpelle Jorg, affirmant qu'ils ont obtenu toutes les informations de l'un de ses complices, qui a avoué que tout cela faisait partie du plan de Jorg. Mais, comme tout politicien, il refuse catégoriquement d'admettre la vérité, affirmant que chacun est responsable de sa propre sécurité dans les donjons, et Arel reconnaît que, d'un certain point de vue, c'est un argument valable. Rod dit à Jor qu'il ne s'en sortira pas comme ça, mais Jor le traite simplement d'ivrogne, de déchets inutiles, et quitte la pièce, tandis qu'Arel se demande quel nouveau tour il devra encore affronter. Quelques jours passent, et Lilia reçoit enfin un parchemin contenant la liste des affrontements préliminaires du tournoi. À son grand désarroi, elle découvre qu'elle se trouve dans la même branche qu'Arel. Son cœur se serre aussitôt. Cela signifie qu'elle n'a strictement aucune chance de remporter les préliminaires et de représenter sa guilde au tournoi principal. Arel, un peu perplexe quant au concept de ces prolimes, écoute Reyna lui expliquer que, puisque le tournoi du dieu de l'épée attire une multitude de bretteurs aspirants, il serait impossible de tous les intégrer directement dans la compétition principale. La ville organise donc des préliminaires divisés en plusieurs groupes selon un tirage de dés. Tout repose sur la chance. Le vainqueur de chaque groupe obtient son ticket direct pour le grand tournoi. Arel jette un œil au parchemin que Reyna tient entre ses mains et remarque qu'elle ne fait pas partie du même groupe que lui. Soulagée, elle remercie aussitôt les dieux, consciente qu'elle n'aurait eu aucune chance face à lui. Elle se met alors à prier discrètement pour que les épreuves se déroulent sans encombre. Arel, moqueur, lui lance une pique au sujet de ses « problèmes avec papa ». Lilia intervient aussitôt, coupant court à leurs enfantillages et déclare qu'il est temps de retourner s'entraîner dans le donjon. Mais Arel, lassé des donjons, n'a aucune envie d'y retourner. Lilia tente alors une approche plus douce, feignant une attitude mignonne. Elle dit avoir besoin d'un homme fort pour la protéger si les choses tournent mal. Mais, agacée par son comportement, se promet de lui donner une petite leçon sur l'indépendance et la force d'esprit. Avant qu'il ne parte, Rod surgit soudainement, théâtral comme à son habitude. Il saisit sa fille par les épaules et lui recommande d'être prudente. On ne sait jamais quand Jorg pourrait frapper de nouveau. Lilia perçoit la peur sincère dans le regard de son père et lui promet de rester prudente avant de s'en aller. Rod se retourne alors pour croiser le regard silencieux et plein de jugement d'Arel. Gêné, il déclare qu'il est encore temps pour lui de devenir un père plus protecteur. Arel se contente de sourire et lui répond calmement qu'il n'est jamais trop tard pour devenir une bonne personne avant de quitter la pièce. Les semaines passent et le grand jour des préliminaires arrive. Les matchs débutent sous les acclamations de la foule massée sur les remparts, tandis que les combattants s'affrontent dans un tourbillon d'étincelles et de coups d'épée. Peu à peu, le nombre de participants diminue, élimination après élimination, jusqu'à ce que Lilia perde son combat avant même d'avoir l'occasion d'affronter Arel. Abattue, elle s'assoit dans un coin, déçue par le résultat. Elle espérait au moins atteindre la finale cette fois-ci. Arel, indifférent à sa défaite, lui lance d'un ton moqueur qu'elle s'était inquiétée pour rien à propos du fait qu'ils étaient dans la même branche du tournoi, puisqu'elle aurait perdu de toute façon. Ces mots la blessent davantage, mais elle ravale sa tristesse et lui conseille de rester vigilant malgré sa force, car l'autre finaliste de leur groupe possède quelques astuces dangereuses. Arel ne semble pas particulièrement concerné. Il répond calmement qu'il a déjà vu presque toutes sortes de techniques lors de ses affrontements dans les donjons et qu'il doute qu'un simple adversaire puisse encore le surprendre. Mais Lilia insiste. Cette épéiste rousse est en réalité une magicienne épéiste, capable de renforcer sa lame grâce à la magie. Arel fronce les sourcils, intrigué. Il ne s'attendait pas à ce que la ville autorise l'usage de la magie dans un tournoi censé déterminer le meilleur épéiste. Lilia lui explique que le règlement n'impose aucune restriction de classe. Il suffit d'appartenir à une guilde pour participer. À ce moment, l'annonceur appelle Arel pour son combat. Lilia lui souhaite bonne chance d'une voix un peu tremblante. Arel monte alors sur l'arène et se retrouve face à la jeune femme aux cheveux rouges.
Avant même le début du match, elle lui déclare sèchement qu'elle est une magicienne épéiste, que cette classe est parfaitement reconnue et qu'elle ne veut pas l'entendre se plaindre d'une prétendue injustice s'il perd à cause de ses sorts. Harel répond simplement qu'il s'en moque. Le meilleur combattant gagnera, peu importe la manière. L'annonceur donne le signal et la jeune femme attaque aussitôt, lançant une pluie de boules de feu. Harel esquive avec agilité, virevoltant entre les projectiles comme dans une danse mortelle, tranchant ou déviant ceux qu'il ne peut éviter. Mais la combattante rousse semble posséder une réserve de mana inépuisable. Son assaut ne faiblit pas. Harel, concentré, se rapproche d'elle pas à pas malgré les explosions autour de lui. Il tente une frappe directe, mais elle part le coup avec force et riposte d'une nouvelle boule de feu, le forçant à reculer. Prenant la mesure de son adversaire, Harel esquisse un léger sourire et commente « C'est plutôt pratique, hein. Pouvoir passer du corps à corps à la magie, elle se vante de son talent, affirmant qu'un perdant sans classe comme lui ne pourrait jamais la vaincre. Mais Harel réplique calmement qu'elle n'est maître d'aucune de ces deux disciplines, même si elle en connaît les bases. Cette remarque la met hors d'elle et elle promet de lui faire regretter ses paroles. Elle concentre sa magie dans sa lame, la transformant en une épée enflammée, clamant que seule une vraie magicienne épéiste pourrait manier un tel pouvoir. Elle se précipite alors sur lui, lame ardente en main, mais Harel esquive tranquillement et riposte avec une frappe bien placée. Même lui a du mal à prévoir ses attaques à cause de ses mouvements erratiques. Il reconnaît son talent et admet qu'elle a dû s'entraîner sérieusement. Puis, se stabilisant en un point fixe, il lui montre ce qu'est la véritable maîtrise. Il dévie ses attaques enflammées sans bouger d'un centimètre. Il commente que, même si ses techniques de base étaient supérieures à celles d'un simple débutant, elle aurait pu être bien plus efficace et redoutable. Mais à ce niveau, elle est à peine meilleure que des PNJ. Cette humiliation l'a fait perdre ses moyens. Profitant de son désarroi, Harel lui envoie une double frappe qui éteint instantanément sa flamme, la laissant stupéfaite. Avant qu'elle ne comprenne ce qui vient de se passer, il utilise son pas de clignement pour apparaître derrière elle et la frapper à la tête avec la garde de son épée, la mettant KO. La foule explose en acclamations, tandis que les juges annoncent Harel vainqueur du 4e bloc. Pourtant, lui, il ne pense qu'à une chose, maîtriser et appliquer les techniques qu'il vient de voir. Quelques jours passent, et le jour du tournoi final arrive enfin. Lilia retourne à la maison de Guilde pour réveiller son père, insistant pour qu'il regarde le tournoi avec elle afin de pouvoir encourager Harel et Reyna, tous deux vainqueurs de leur bloc et qualifiés pour le tournoi principal. Son père n'ouvre même pas les yeux et lui dit d'y aller seul, car cela ne l'intéresse pas. Lilia tente de le provoquer, lui demandant s'il a peur de voir Jorg là-bas. Rod se braque immédiatement, assurant qu'il n'a pas peur de Jorg. Mais bientôt, il reprend ses esprits et, dans un moment de vulnérabilité, confie à sa fille qu'il a essayé de reprendre son épée hier et qu'il a réalisé qu'il est tellement rouillé qu'il pourrait ne même pas gagner le tournoi du dieu des épées. Cette révélation met Lilia hors d'elle. Elle, qui n'a même pas pu se qualifier aux préliminaires et ne peut pas rêver de remporter le tournoi, se sent dépassée par le fait que son propre père se considère déjà incapable. Elle lui dit qu'il devrait réfléchir à la façon dont il pourrait encore rivaliser avec les combattants lors des finales du tournoi, alors que d'autres épéistes, qui s'entraînent toute leur vie, ne parviennent même pas à se qualifier pour le premier match. Finalement, Rod accepte de se rendre au stade. En chemin, il repense à la manière dont il avait entraîné Reyna lorsqu'il avait encore ses 2 bras, au lieu d'être maintenant un homme à un bras. Ces souvenirs lui réchauffent le cœur et il se demande comment Reyna va se comporter, sachant qu'elle est désormais sa plus ancienne élève et qu'ils ont un lien très fort. Dans le tournoi, Reyna semble perdre ses nerfs, tremblant nerveusement sur ses jambes. En regardant le sol, elle sursaute lorsque Harel apparaît et lui demande si elle a peur qu'ils se rencontrent dès le premier match. Cette question lui fait oublier ses craintes et elle tente de le frapper. Mais Harel attrape son poing juste au moment où les juges annoncent que le premier affrontement opposera Jorg, le champion en titre, à Harel, le fantôme sans classe qui surprend tout le monde par son parcours parfait jusqu'ici. Il se lève pour se diriger vers l'arène, mais Reyna lui saisit la main, lui souhaitant bonne chance. Harel pénètre alors dans l'arène, tandis que Lilia l'encourage bruyamment, lui criant de mettre Jorg KO et de le réduire en 64 morceaux.
Mais dès que Harel aperçoit Jork entrant dans l'arène, il sent immédiatement que quelque chose cloche. Les yeux de Jork sont devenus violets, il a des crocs et une corne, donnant l'impression qu'il a vendu son âme au démon. Les sens d'Harel s'alertent. Cet adversaire pourrait être extrêmement dangereux. Rod comprend immédiatement ce qui se passe. Il remarque l'épée que tient Jork et prévient Harel de rester à distance, car il s'agit d'une arme contenant un démon très puissant. La voix de Jork semble différente lorsqu'il parle, affirmant qu'il ne pensait pas que quelqu'un le reconnaîtrait. Lilia est confuse, car Jork devrait connaître Rod. Mais ce dernier explique que le démon semble avoir possédé Jork, ce qui signifie que ce dernier n'a plus aucun contrôle sur lui-même. Rod précise que l'épée était censée être l'arme originale utilisée par le dieu de l'épée pour vaincre le roi démon. Mais avant de mourir, le démon a maudit l'épée, qui aurait dû... Le démon sourit, affirmant qu'il a été scellé pendant des centaines d'années. Mais il est resté patient, sachant qu'un jour quelqu'un viendrait le libérer pour s'approprier son pouvoir, et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jor. Il annonce à toute l'enceinte du stade qu'il est le démon nommé Gelda, le destructeur de l'humanité. Même Reyna sort de sa cachette, déclarant qu'elle a toujours pensé que Gelda n'était qu'un mythe, une légende destinée à effrayer les enfants, le démon devenu assez puissant pour anéantir la planète entière. Le chaos et la panique s'installent alors que les habitants reconnaissent son nom et commencent à fuir le stade, provoquant une bousculade. Gelda, cependant, se délecte du son des cris humains et n'a aucune intention de les laisser s'échapper si facilement. Il crée un cercle magique sous ses pieds, recouvrant l'ensemble du stade d'un dôme d'énergie magique, emprisonnant et verrouillant les gens à l'intérieur. Il rit devant l'horreur qu'il provoque, affirmant que les cris des humains sont comme de la musique à ses oreilles, et qu'il va s'en délecter tout en les massacrant. À sa grande surprise, Harel ne bouge pas de sa position. Il a même déjà son épée dégainée. Gelda lui ordonne de fuir pour sauver sa vie, mais Harel affirme avec confiance qu'il pourrait le vaincre, puisque le démon a déjà été battu une fois, ce qui signifie qu'il n'est pas invincible. Le démon rit, affirmant que la dernière fois qu'il a été vaincu, c'était par un dieu de l'épée. Et selon la mémoire de Jor, aucun dieu de l'épée n'est vivant à ce jour. Harel réplique qu'un dieu de l'épée existe encore, sa propre mère, et qu'il peut tout de même le vaincre sans être lui-même un dieu de l'épée. Le monstre ne peut s'empêcher de rire, mais son rire s'interrompt rapidement lorsque Harel fonce pour l'attaquer, le forçant à reculer avant de contre-attaquer. Harel esquive avec agilité les assauts, tandis que le démon reste là, choqué, réalisant que ce garçon vient d'utiliser la technique du pas divin, une technique réservée uniquement aux dieux de l'épée. Pourtant, Harel ne s'arrête pas et continue d'employer cette technique, attaquant le démon depuis plusieurs positions. Mais le démon sourit simplement, affirmant qu'Harel a oublié qu'il se trouve dans le corps d'un empereur de l'épée, ce qui fait que les attaques d'Harel ne lui causent pratiquement aucun dégât. Sur ce, le démon bondit et frappe Harel à l'épaule, le projetant au sol, persuadé que le garçon est fini. Il est cependant surpris lorsque la poussière se dissipe. Harel semble avoir absorbé l'attaque sans subir de gros dégâts, grâce à son entraînement avec Reyna. Cela ébranle un peu Gelda, qui se lance dans une nouvelle attaque, mais Harel l'écarte calmement avant de contre-attaquer avec sa propre technique Infinite Break, frappant le démon de toutes parts, le submergeant complètement dans un tourbillon de coups. Ceci déclenche la prise de conscience de Gelda. Il ne doute pas qu'Harel utilise toutes les techniques d'un dieu de l'épée, mais il ne peut croire qu'un simple garçon puisse être un épéiste de ce niveau. Avant qu'il ne puisse élaborer un plan, Harel utilise un puissant coup tranchant pour achever le démon, qui s'effondre au sol dans un nuage de poussière. Tout le monde acclame Harel, pensant qu'il a vaincu le dieu démon. Mais Gelda n'était pas encore mort. Son véritable corps était toujours l'épée, et tous les dégâts avaient été portés au corps de Jorg. Il commence rapidement à chercher un nouvel hôte et saute immédiatement vers Rod. Harel parvient à écarter Reyna du chemin, tandis que Rod se place devant sa fille pour la protéger. Lorsque la poussière se dissipe, Rod tient l'épée démoniaque en main et saisit Lilia, posant la lame sur sa gorge. Harel se maudit de ne pas avoir réalisé qu'il devait attaquer l'épée, et non le corps de Jorg, pour vaincre réellement le démon. Mais il est trop tard maintenant. Gelda dit à Harel que si un seul mouvement est fait, Lilia mourra, mais Harel se déplace librement, lui affirmant qu'il ne peut pas tuer Lilia. Reyna ne comprend pas pourquoi il provoque un démon littéral, mais lorsque Gelda tente de tuer Lilia, sa main refuse d'obéir.
Harel déclare que Rod est bien plus fort que Jorg ne l'a jamais été, et que le posséder ne serait donc pas facile. Rod enfonce l'épée dans le sol, libérant Lilia, tandis que Gelda tente de reprendre le contrôle. Rod est cependant trop puissant pour lui, parvient à se libérer de l'emprise du démon et lance l'épée vers Harel, qui la tranche en poussière, tuant le démon une bonne fois pour toutes. Il est certain que Durgelda ne reviendra plus après cela. Quelques jours plus tard, Rod emmène plusieurs recrues dans la salle d'entraînement pour des essais. Il les malmène si violemment qu'elles commencent à remettre en question leur décision d'avoir voulu rejoindre la guilde. Rod les réprimande, leur reprochant de trop se reposer sur leurs compétences plutôt que de réellement se défendre contre leurs adversaires. Lorsqu'il appelle le prochain à s'avancer pour l'affronter, tous prennent la fuite. Lilia finit par en trouver un, caché dans un coin. Elle le traite de lâche, lui rappelant qu'ils ne l'ont accepté dans la guilde que parce qu'il avait promis de donner le meilleur de lui-même pour progresser. Le jeune homme rétorque que ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. À ses yeux, Rod ressemble plus à un monstre qu'à un épéiste manchot handicapé. Lilia admet que son père est devenu bien plus passionné depuis qu'il a retrouvé sa dignité de bretteur. En silence, elle remercie Harel d'avoir redonné vie à l'esprit de son père. Le recrue demande alors si Harel viendra un jour au quartier général de la guilde. Il rêve de rencontrer son idole. Lilia lui apprend qu'Harel a quitté la guilde. Une ombre de tristesse traverse son regard. Elle sait désormais qu'elle ne pourra jamais l'épouser, puisqu'il l'a laissée derrière lui. Elle se sent seule à la guilde, privée à la fois de son ami et de son amour. Rena est, elle aussi, partie en courant après Harel, la laissant seule avec son père. De son côté, Harel fait appel à un cocher épéiste pour le conduire hors de la ville. Le cocher, surpris par cette décision soudaine de disparaître juste après avoir remporté la coupe du dieu de l'épée, lui conseille de rester un peu pour savourer la gloire et les éloges du peuple. Mais Harel révèle qu'il part parce qu'il n'a plus rien à faire ici. Intrigué, le cocher s'interroge sur le choix d'un si petit village pour destination, plutôt qu'une grande cité où il pourrait parfaire ses talents. Il devine que ce village est celui où Harel est né. Harel le confirme, ajoutant qu'il y retourne pour mettre ses compétences à l'épreuve. Il pense être enfin capable de vaincre sa mère en duel. Le cocher éclate de rire, se moquant gentiment de lui pour craindre encore sa mère, alors qu'il est le champion du dieu de l'épée. Mais il admet que la force des mers est une menace universelle. Arrivé chez lui, Harel tente de surprendre Farah alors qu'elle s'occupe de ses fleurs dans le jardin, mais elle ressent immédiatement sa présence. Déçu qu'elle l'ait détecté, il admet qu'elle a raison. Il est devenu bien plus fort. Elle confie d'ailleurs qu'il lui a fallu un peu de temps avant de percevoir sa présence. Harel lui annonce alors qu'il a remporté la coupe du dieu de l'épée. Sur le point de la défier en duel, il n'a pas le temps de dire un mot qu'elle s'avance d'un pas vif et pointe une fleur vers lui. Il réalise aussitôt qu'il aurait été vaincu si la fleur avait été une épée. Il félicite sa mère d'avoir deviné son intention. Farah répond en souriant que c'est là un instinct tout à fait naturel chez une mère. Farah suggère qu'ils aillent s'entraîner sur le terrain situé derrière les montagnes. S'ils s'affrontent trop près de la maison, ils risqueraient de la détruire. Harel accepte sans hésiter et ils partent ensemble. Une fois arrivés sur le terrain d'entraînement, ils se font face. Farah brûle d'impatience de découvrir les nouvelles techniques que son fils a apprises au cours de ses voyages. Harel, avec un sourire confiant, lui répond qu'elle le regrettera peut-être lorsqu'elle commencera à sentir la douleur de ses coups. Farah abandonne aussitôt son air bienveillant. Elle se rue sur lui en un éclair. Harel parvient à suivre son mouvement et bloque l'attaque avec une aisance qui la surprend. Farah lui révèle qu'elle ne prend pas ce duel à la légère, même si elle garde un ton détendu. Harel comprend alors qu'il n'aura aucune chance s'il ne passe pas à l'offensive. Il recule d'un pas, combine 2 techniques de coupe et fonce sur sa mère. Farah part les 2 attaques sans la moindre difficulté. Impressionnée, elle remarque qu'il est capable d'enchaîner 2 techniques de haut niveau, tandis qu'Harel, lui, se demande quelle étrange capacité elle a utilisée pour contrer une telle attaque sans effort. Farah explique simplement qu'elle n'a utilisé aucune compétence magique. Elle s'est contentée de dévier les coups avec sa lame. Elle précise qu'elle a appris à se battre sans dépendre de ses techniques, tout comme lui. Le respect d'Harel pour sa mère grandit aussitôt. Elle possède un esprit et une sagesse qu'aucun épéiste n'a jamais égalés. Il se jette à nouveau sur elle, multipliant les assauts,
mais elle part chacune de ses attaques avec grâce. Le choc de leurs lames provoque des ondes de choc si puissantes qu'elles se propagent jusqu'au village. Les villageois, affolés, croient qu'un monstre descend des montagnes pour les attaquer. Harel utilise alors une technique aérienne pour bondir dans les airs et frapper sa mère de haut. Farah réplique aussitôt avec sa compétence de présence divine. Mais Harel contre sa contre-attaque, lui prouvant que ce genre de pouvoir ne fonctionne plus sur lui. Ils retombent au sol et reprennent leur position. Cette fois, Farah décide d'y aller à fond. Elle enflamme sa lame d'une lumière éclatante et fonce sur lui. Harel, sans se laisser impressionner, fait de même. Tous deux invoquent la même compétence et se percutent violemment au centre du champ, dans un éclair de puissance. Pendant ce temps, Reyna arrive devant la maison d'Harel, espérant le trouver chez lui. Elle frappe à la porte. C'est Mira qui ouvre. Méfiante, Mira lui demande sèchement ce qu'elle veut. Reyna répond qu'elle est venue rendre visite à Harel. Surprise, Mira s'exclame « Tu connais Harel ? Étonnant! Il ne parle pourtant pas aux vaches d'habitude !» Reyna, interloquée, tente de garder son calme. Mira lui apprend qu'Harel n'est pas là et essaie de refermer la porte, mais Reyna la bloque d'un geste. Les deux femmes s'agrippent à la poignée, chacune tirant de son côté, jusqu'à ce que Farah arrive avec Harel. Les voyant ainsi, Farah réprimande aussitôt Mira pour son manque de respect envers leur visiteuse. Mira bondit aussitôt dans les bras d'Harel et l'accueille joyeusement. Elle remarque aussitôt qu'ils ont tous deux l'air épuisés et couverts d'égratignures, et demande, intriguée, ce qui a bien pu leur arriver. Harel lui explique qu'il s'était simplement entraîné. Mira, curieuse, veut aussitôt savoir qui a remporté le combat. Farah admet que son fils a gagné, il est désormais plus fort qu'elle. Mais Harel, modeste, refuse de s'en vanter. Il explique qu'il n'a triomphé que grâce à l'avantage physique qu'il possède sur sa mère. Reyna félicite tout de même Harel pour cette victoire impressionnante contre Farah, une véritable déesse de l'épée. Mais Harel avoue que ce n'est pas une victoire dont il est particulièrement fier. Farah n'est plus aussi vive qu'à son apogée. Farah grimace, un peu vexée par cette allusion à son âge. Plutôt que de relever, elle décide de changer de sujet. Elle invite Reyna à entrer afin qu'Harel puisse lui présenter convenablement leur visiteuse. Quelques instants plus tard, elle leur sert du thé accompagné de petits gâteaux. Curieuse, elle demande comment ils se sont rencontrés. Harel explique qu'ils se sont croisés en ville et qu'ils ont vécu ensemble pendant un temps. À ces mots, Farah et Mira échangent un regard surpris, leurs sourcils se haussant en même temps. Reyna, un peu embarrassée, se hâte de préciser « Nous vivions dans le même bâtiment, au sein du même groupe d'aventuriers. » Puis, changeant de ton, elle lui reproche d'avoir quitté leur guilde sans prévenir. Harel répond calmement qu'il n'a rien fait de mal. Il a laissé une lettre de démission. Mais Reyna insiste, la politesse aurait voulu qu'il dise au revoir à ses compagnons avant de partir. Harel rétorque qu'il n'avait aucune raison de rester une minute de plus en ville. Il avait déjà obtenu la compétence qu'il était venu chercher. Farah, amusée, félicite Reyna pour son dévouement. « Tu as tout de même parcouru un long chemin juste pour t'assurer qu'il allait bien. » Reyna secoue la tête et rectifie. « En réalité, je viens du village, et si je suis ici, ce n'est pas seulement pour lui. Je voudrais vous demander, dame Farah, de m'accepter comme votre disciple. » Farah la dévisage, surprise. Elle ne se souvient pas l'avoir jamais vue dans le village. Soudain, une voix masculine retentit dehors. C'est Evan, qui appelle Farah d'un ton pressé. « Farah, nous avons une urgence !» Il entre précipitamment dans la maison, essoufflé, et raconte que quelque chose de dangereux s'est produit dans les montagnes. Le sol s'est fissuré, plusieurs arbres ont été déracinés. Il lui demande de venir avec eux pour sécuriser la zone pendant leur enquête. Farah soupire et lève les yeux vers Harel. « Inutile d'enquêter davantage, » dit-elle calmement. « C'est nous, les responsables de la destruction. » Elle explique que le bruit qu'ils ont entendu venait du combat qu'ils ont mené contre un monstre qu'ils ont vaincu. Harel craignait que sa mère ne révèle la vérité, mais il est soulagé qu'elle ait réussi à inventer une histoire crédible. Evans est heureux d'apprendre qu'aucun danger ne menace la ville. Il décide donc de rentrer pour informer les évacués. Soudain, il aperçoit Reyna et se demande ce qu'elle fait là. Farah lui révèle que Reyna est venue demander des leçons sur la manière d'être une bonne épouse. Les yeux d'Evans s'emplissent soudain de larmes en réalisant que sa fille est désormais assez grande pour poser ce genre de questions.
Farah précise qu'il s'agit d'un malentendu. Reyna veut seulement apprendre à devenir une meilleure épéiste. Farah accepte de lui enseigner à devenir une meilleure épéiste, mais lui propose aussi, gratuitement, un cours sur la manière d'être une bonne épouse. Evans accepte aussitôt l'offre de Farah. Il explique qu'il avait juré d'élever Reyna correctement après la mort de sa femme, mais qu'il n'a pu lui transmettre que le maniement de l'épée. Il est heureux de savoir que quelqu'un pourra lui enseigner les tâches ménagères comme il n'a jamais su le faire. Il remercie chaleureusement Farah pour son aide, tandis que Reyna proteste parce qu'on ne lui laisse pas son mot à dire. Evans ignore ses plaintes et leur annonce qu'il retourne à ses devoirs. Il encourage Reyna à prêter toute son attention aux leçons de Farah. Harel monte ensuite dans le bureau de Léon et le trouve en train d'étudier la magie. Il se demande sur quoi portent ses recherches. Léon lui explique qu'il essaie de découvrir une nouvelle technique ultime. Harel lui apprend qu'il vient de vaincre Farah lors d'un entraînement à l'épée et lui demande alors de lui enseigner la magie. Léon lui répond qu'il est impossible d'enseigner la magie à quelqu'un et lui conseille d'abandonner cette idée. En bas, Farah donne une leçon à Reyna sur la manière de couper les légumes. Elle lui tend un couteau, mais Reyna ne sait pas du tout comment s'y prendre, car elle n'a jamais fait cela auparavant. Elle tient le couteau comme une épée. Mira tente de la prévenir qu'elle n'est pas sur un champ de bataille, mais Reyna frappe le légume de toutes ses forces et finit par fendre la table en deux. Mira pique une crise, furieuse parce que Reyna vient de briser sa tasse préférée qui se trouvait sur la table. Reyna s'excuse sincèrement auprès de Mira, affirmant qu'elle n'avait pas voulu la rendre triste. Farah lui propose de lui enseigner toutes les bases de l'entretien d'une maison, car il est évident qu'elle n'y connaît absolument rien. Reyna la supplie de se limiter à l'entraînement à l'épée, mais Farah refuse. Farah lui rappelle qu'elle doit affiner son corps, son esprit et ses compétences pour devenir la meilleure épéiste. Elle lui explique que le meilleur moyen d'y parvenir est d'accomplir les tâches ménagères avec soin et rigueur. Farah exprime sa joie d'avoir une nouvelle fille sous son toit. Reyna lui demande alors des nouvelles d'Aster, car elle ne l'a pas vue depuis un moment. Mira révèle qu'elle a quitté la maison après avoir juré de rendre le monde meilleur pour les sans-classe comme Erol, et qu'elle n'est jamais revenue depuis. Reyna reconnaît qu'il existe beaucoup de discrimination envers les sans-classe, mais elle sait qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour Erol, car il est plus fort que tout le monde. Quelques minutes plus tard, Erol aide Léon à réparer la table cassée. Il se demande pourquoi Léon n'a pas utilisé sa magie pour la réparer. Léon avoue que Farah aime l'odeur de la sciure de bois sur lui. Il propose alors de faire une démonstration de magie à Harel. Celui-ci accepte avec enthousiasme. Léon reconstruit la tasse cassée de Mira à l'aide de la magie, puis invite Harel à discuter pendant qu'il nettoie. Il lui conseille d'abandonner l'idée d'apprendre la magie, expliquant que tout le monde n'a pas la bénédiction du mana, car il s'agit d'un don spécial. Il souligne qu'il n'a jamais entendu parler d'une personne sans classe ni compétence capable de lancer des sorts. Mais Erol insiste. Ce n'est pas impossible. Léon finit par lui donner raison, surtout puisqu'il a lui-même remporté la Coupe du Dieu de l'épée sans avoir de classe. Cependant, il précise qu'il n'a obtenu cette victoire qu'à force de travail acharné. Mais le travail seul ne permet pas d'acquérir le mana. Harel se demande comment Léon peut être aussi sûr qu'il n'a pas de mana, puisqu'il n'a jamais été testé. Léon explique que s'il en possédait ne serait-ce qu'un peu, il aurait déjà reçu la classe de magicien et commencé à lancer des sorts depuis longtemps. Erol maintient qu'il possède du mana, évoquant un incident survenu avec Reyna lorsqu'elle essayait de l'aider à obtenir la compétence « Courage ». Il raconte qu'il devait boire de l'eau bénite pour restaurer sa protection divine, épuisée. Mais Lilia lui a offert une boisson inconnue, car il n'avait plus d'eau bénite. Reyna l'avait mis en garde, craignant qu'elle ne soit empoisonnée, mais Erol a tout de même choisi de la boire, pensant que le poison renforcerait ses organes. Finalement, la boisson n'était pas toxique, et il a senti qu'il récupérait quelque chose d'autre que sa protection divine. Léon en déduit qu'il a probablement restauré son mana à ce moment-là. Aussitôt, il lui propose de lui enseigner tout ce qu'il doit savoir sur la magie. Harel est surpris par l'empressement de Léon à vouloir lui apprendre. Léon admet qu'il a toujours été un peu jaloux du fait qu'Harel ait appris le maniement de l'épée auprès de Farah. Il lui demande s'il sent la présence de ce qu'il a obtenu de la boisson circuler dans son corps. Harel répond qu'il en ressent une partie. Léon lui demande alors d'essayer de la concentrer en un seul point dans sa main et de la libérer. Soudain, Harel s'effondre.
Léon le rattrape avant qu'il ne touche le sol. Il explique qu'il a besoin de se reposer, car il vient d'épuiser tout son mana. Arel, surpris, ne comprend pas comment un simple éclat de lumière a pu consommer toute son énergie. Léon lui explique que c'est parce qu'il n'a jamais entraîné son mana. Arel se demande alors comment il peut augmenter sa réserve. Léon lui révèle qu'il doit entraîner son corps de la même manière qu'il s'est exercé pour maîtriser l'art de l'épée. Arel finit par perdre connaissance. Et Léon, le regard attendri, exprime son admiration pour la détermination de son fils, malgré son absence de classe. Il remercie le ciel d'avoir un fils aussi extraordinaire. Le lendemain, Arel se rend à la boutique de potions du village avec les gains de son tournoi. Il informe le propriétaire qu'il veut acheter toutes les potions de mana disponibles. Il les boit toutes et poursuit son entraînement magique pendant 6 mois entiers. Un jour, il montre à Léon les progrès qu'il a réalisés. Léon le félicite chaleureusement. Désormais, il possède autant de mana qu'un mage ayant reçu sa bénédiction. Impatient, Arel veut commencer à invoquer des sorts, mais Léon lui explique qu'il doit d'abord apprendre quelque chose d'essentiel. Il lui remet un parchemin couvert d'inscriptions et lui dit qu'il doit mémoriser les formules écrites dessus avant de pouvoir lancer des sorts. Il précise que, contrairement aux magiciens dotés de la compétence nécessaire, les incantations ne surgiront pas spontanément dans son esprit. Il devra les retenir et les réciter à chaque fois qu'il voudra utiliser la magie. Arel comprend que ce ne sera pas facile à maîtriser. Léon lui propose de se rendre à l'Académie de la Cité de la Magie pour apprendre les bases. Mais il doit d'abord s'entraîner davantage pour atteindre le niveau d'admission. Déterminé, Arel se prépare à redoubler d'efforts afin d'y parvenir au plus vite. Plus tard, Mira prépare le dîner pour tout le monde. Arel la félicite pour son talent culinaire. Mais Mira, taquine, refuse de le remercier. Selon elle, les vaches doivent être cuisinées, pas faire la cuisine. Farah la félicite pour les progrès qu'elle a faits, tant en maniement de l'épée qu'en tâches ménagères. Léon ajoute ses propres compliments, mais Farah le réprimande aussitôt pour avoir félicité une autre femme en sa présence. Léon la rassure en lui disant qu'elle est la plus belle femme de sa vie et qu'il userait de toute sa magie pour exaucer chacun de ses souhaits. Arel, admiratif devant la confiance de son père, se promet de devenir un magicien encore plus puissant. Après 3 ans d'entraînement intensif pour devenir une parfaite maîtresse de maison, Reyna présente nerveusement une tasse de thé à Farah. Alors qu'elle observe, Farah porte la tasse à ses lèvres avant de la complimenter sur sa préparation. Soulagée, Reyna la remercie pour tous les conseils qu'elle lui a donnés pendant ces années. Soudain, elles entendent Mira sangloter bruyamment. En entrant dans la cuisine en larmes, Mira révèle qu'Arel a quitté la maison en laissant une lettre sur son lit. Reyna prend la lettre et découvre qu'Arel est parti pour la Cité de la Magie, sans aucune autre explication. Tandis que Mira pleure parce que son frère est parti chercher du lait, Reyna se sent coupable, se souvenant qu'elle a déjà fait la même chose autrefois. Soudain, Farah la prend dans ses bras, la mettant en garde de ne pas les abandonner comme son fils froid. Reyna la rassure. Elle ne partira pas, et Farah se demande pourquoi ses enfants sont devenus ainsi. Bientôt, le coupable entre dans la pièce, se frottant paresseusement les yeux, tandis que Farah le regarde, pensant que tout ira bien tant que ses enfants resteront en sécurité. Pendant ce temps, Arel est dans une calèche, en route pour la Cité de la Magie. Il demande au cocher combien de temps durera le trajet et apprend qu'il reste encore 3 jours. Le cocher s'étonne de savoir pourquoi Arel passe toujours d'une grande ville à une autre, et les passagers s'intéressent également à lui. Les enfants demandent à Arel s'il se rend à l'école de magie, comme eux, et Arel acquiesce. Un garçon nommé Kaido s'interroge sur le fait qu'Arel postule à un âge si avancé, et son ami Kufa suppose qu'il tente juste l'examen d'entrée à nouveau après plusieurs échecs. Elle conseille à Kaido de ne pas faire sentir à Arel qu'il a échoué, mais Kaido réplique qu'elle vient tout de même de le critiquer pour ses échecs. Alors que les deux commencent à se disputer, une autre fille, Colette, tente de les calmer. Mais dans leur colère, ils l'ignorent complètement, et Arel note que les 3 sont des apprentis magiciens. Voyant leur jeune âge, il réalise que ses enfants viennent tout juste de recevoir leur classe de sorciers. Puis Kaido lui dit qu'il utilise la magie rouge et lui demande curieusement quel type de magie Arel emploie. En réfléchissant à ses compétences, Arel se souvient que son père lui avait appris que la magie se divise en couleurs selon les éléments utilisés par un magicien. Cependant, comme Arel n'avait reçu aucun enseignement spécifique pour une couleur,
Léo lui avait conseillé d'essayer d'utiliser tous les éléments magiques. Se remémorant son expérience, Harel explique aux enfants qu'il est un touche-à-tout puisqu'il n'a pas de classe. Koofa rit, persuadé qu'un sans classe ne pourrait jamais fréquenter une école de magie. Agacé par cette plaisanterie, Kaito ordonne à Harel d'arrêter de mentir, mais celui-ci insiste que c'est la vérité. Finalement, Harel leur montre sa carte de classe, prouvant qu'il est bien sans classe. En voyant cela, Kaito se met à se moquer de lui pour essayer d'apprendre la magie sans avoir de classe. Harel soupire, ayant déjà entendu ce genre de moquerie des milliards de fois. Soudain, une créature pousse un rugissement assourdissant depuis la forêt, effrayant les chevaux de la calèche. Les enfants, inquiets, demandent ce que c'est, et Harel explique qu'il s'agit du rugissement du roi des trolls. Terrifié par la puissante bête, Kaito ordonne au cocher de les faire sortir rapidement de la forêt, mais celui-ci répond que les chevaux sont trop effrayés pour avancer. Colette s'inquiète, pensant qu'ils vont tous mourir, mais Koofa lui rappelle que les trolls sont simplement des créatures lentes. Kaito accepte, pensant qu'ils peuvent éviter ces attaques et contre-attaquer. Encouragée par son ami, Colette hoche la tête et se prépare au combat. Bien que les enfants soient prêts à se battre, ils avalent encore difficilement leur peur à mesure que le roi des trolls approche. Le monstre hideux montre son visage et Colette s'accroche rapidement à Koofa. Kaito lui rappelle de rester courageuse, lui disant que la bête n'est pas trop grande pour eux. Cependant, à mesure que le troll avance, un énorme gourdin surgit soudain et le projette dans les airs. Alors que les enfants regardent, horrifiés, le véritable roi des trolls apparaît enfin, 10 fois plus grand que le précédent. Tous les jeunes magiciens perdent alors tout espoir de survie. Les filles se demandent si elles peuvent tenter quelque chose avec la magie, mais Kaito sort silencieusement de la calèche, tremblant de peur. Il sort sa baguette, déterminé à se battre jusqu'au bout. Après avoir canalisé tout son mana dans sa baguette, Kaito lance une puissante boule de feu sur le roi des trolls. Lorsque l'explosion frappe le monstre en plein visage, les filles pensent que cela a fonctionné. Mais le roi des trolls ne fait que rugir de colère, prêt à détruire ses enfants agaçants. Les filles réalisent que l'attaque n'a fait qu'irriter davantage le troll, et Kaito hurle qu'il a déjà épuisé tout son mana. Le roi des trolls s'approche de la calèche, prêt à... Mais soudain, un énorme sort d'explosion vaporise le monstre. Les enfants se demandent qui a bien pu le vaincre. Pendant ce temps, Harel sort de la calèche, pensant avoir utilisé trop de mana. Kaito se demande s'il est celui qui a lancé le sort, et Koofa souligne que l'explosion est une magie rouge de niveau suprême. Sous le choc, Kaito se rappelle aussi que seul un archimage avancé peut utiliser une explosion. Harel s'approche ensuite des chevaux et utilise sa magie de guérison. Les chevaux se relèvent et le cocher le remercie. Harel lui demande de montrer ses propres compétences la prochaine fois, mais le cocher pense que ce serait trop compliqué. Non loin de là, Kaito s'excuse auprès d'Harel pour sa grossièreté précédente, croyant qu'il s'agit d'un maître en magie, et lui dit qu'à partir de maintenant, il sera son élève. Harel tente de lui expliquer qu'il n'est qu'un mage sans classe, mais les enfants pensent qu'il cache sa véritable identité. Voyant leur insistance, Harel se dit qu'il aurait mieux fait d'utiliser une épée pour éviter les soupçons. Une fois que tout le monde se calme, la calèche reprend sa route. 3 jours plus tard, ils arrivent dans une ville située sur une île flottante et la pointent du doigt. Kaito explique à Harel qu'il s'agit de la cité de la magie, Ulsbel. Émerveillé par l'architecture, Harel descend de la calèche avec les enfants. Kaito, tout excité, raconte que le pont reliant l'île à la forêt est lui aussi soutenu par la magie. Voyant leur ami suivre Harel comme un chien, Koofa se demande pourquoi Kaito l'adore autant. Elle se demande même s'il n'a pas utilisé la magie d'hypnose pour contrôler Kaito. En entendant leurs doutes, Harel s'irrite, se rendant compte qu'il suscite des soupçons partout où il va. En entrant dans la ville, Kaito demande à Harel s'il postulerait avec lui à l'école de magie rouge. Cela surprend Harel. Alors Kaito explique que toutes les écoles sont divisées selon la couleur de la magie. Chaque élément ayant un langage magique différent pour ses incantations, chaque école possède donc des enseignants et des programmes distincts. Koofa révèle qu'elle ira à l'école bleue, tandis que Colette se sent nerveuse à l'idée de postuler à l'école verte, consciente qu'elle devra passer un examen d'entrée. Harel prie pour ne pas être refusée, comme cela lui était arrivé dans la Cité des Épées. Après s'être séparés des filles, Harel et Kaito se dirigent vers l'école de magie rouge. Alors qu'Harel remet sa demande d'inscription, la réceptionniste lui demande s'il a rempli correctement toutes ses informations. Il se demande si elle veut vérifier sa classe,
pensant qu'elle pourrait le refuser parce qu'il est sans classe. Cependant, elle approuve facilement sa candidature, ce qui surprend Harel. Il demande pourquoi l'école n'exclut pas les sans classe, et la réceptionniste lui explique qu'ils offrent une chance équitable à tout le monde. Avec sa candidature acceptée, Harel se dirige vers la zone d'examen avec Kaido. Après qu'un jeune homme a lancé un sort de boule de feu, l'examinateur appelle un autre candidat. Celui-ci s'avance et révèle fièrement qu'il est déjà un mage avancé, impressionnant tout le monde par son talent. Harel se demande si le statut de classe avancée est vraiment si important. Et Kaido lui explique que cela garantit presque toujours une carrière réussie. Harel hoche la tête, se rappelant que son père avait fini par vivre à la campagne malgré son talent exceptionnel. Kaido trouve que le garçon est trop arrogant, mais Harel lui rappelle qu'il n'est pas beaucoup mieux. Bientôt, le garçon fait fondre le mannequin d'entraînement avec un impressionnant sort d'éruption, laissant l'audience bouche bée. Voyant tout le monde s'extasier devant lui, Kaido commence à vanter les mérites de son maître, ce qui agace le garçon. Harel lui cloue le bec, laissant penser au garçon qu'Harel a peur de lui. Alors que le garçon se vante d'avoir fait fondre le mannequin métallique, Harel lui dit de le regarder à nouveau. En se retournant, il constate que le mannequin est intact, à sa grande surprise. L'examinateur explique qu'il est fait d'un puissant mithril et que les attaques ordinaires ne peuvent le faire fondre. Une fois de plus, Kaido se moque du jeune mage pour son excès de confiance, mais Harel le fait taire avant de s'avancer pour passer son propre test. Face au mannequin en mithril, Harel pense que c'est l'occasion parfaite de se donner à fond et de tester ses capacités. Alors qu'il concentre son sort, l'examinateur est surpris. Enfin, Harel lance le sort d'éruption, qui ressemble d'abord à une fine aiguille de flamme tombant sur le mannequin. Voyant la puissance apparemment faible du sort, le garçon se met à rire de Kaido pour ses vantardises. Cependant, le mannequin fond soudainement en une flaque, stupéfiant le jeune homme, car normalement le sort d'éruption n'aurait pas suffi à faire fondre le mithril. Le garçon accuse Harel de tricherie. Harel explique qu'il a condensé la flamme sur une zone plus petite afin d'augmenter l'intensité de la chaleur, ce qui lui a permis de faire fondre le mithril. Le garçon n'en revient pas qu'Harel soit capable de modifier sa magie de cette manière. Harel commence à s'éloigner et Kaito se demande où il se dirige. Harel lui explique qu'il prévoit de passer les examens d'entrée dans toutes les autres écoles de magie également. Il arrive bientôt à l'école d'eau, où Kufa vient tout juste de réussir son test. Surprise de le voir là, elle apprend qu'il compte passer l'examen comme elle. Bientôt, c'est le tour d'Harel. Il crée de solides pointes de glace qui transpercent le mannequin en mithril en éclats. Après avoir anéanti tous les espoirs et rêves des autres candidats, il se tourne vers l'école de magie verte. Là, Harel trouve Colette, nerveuse et recroquevillée dans un coin, et lui demande pourquoi elle ne passe pas son examen. Elle lui répond qu'elle est trop anxieuse pour s'inscrire et qu'elle a besoin d'un soutien moral pour tenter quoi que ce soit. Harel lui dit qu'elle doit passer l'examen seule et elle lui demande comment il gère son anxiété. Confus, il répond qu'il n'a jamais ressenti de nervosité de sa vie, ce qui choque Colette. Harel lui demande alors pourquoi une personne peut se sentir nerveuse et elle explique que cela vient de la peur de l'échec. Après avoir réfléchi à ses paroles, Harel lui demande si elle n'a jamais échoué auparavant. Elle hoche la tête, avouant qu'elle échoue souvent, et c'est pourquoi elle cherche à l'éviter. Harel, disant qu'il a lui aussi échoué de nombreuses fois, se demande pourquoi elle en a si peur. Colette ne comprend pas ses paroles, alors il lui rappelle que même si une personne échoue parfois, sa vie ne s'arrête pas pour autant. Ces mots simples stupéfient Colette, et elle comprend enfin que, même en cas d'échec, elle peut toujours réessayer plus tard. Calmée, elle remercie Harel pour son aide. Il sourit et lui demande comment fonctionne l'examen de l'école verte. Colette lui explique que, pour réussir, les candidats doivent faire tourner un moulin à vent uniquement avec leur magie. Avec cela en tête, Harel s'inscrit avec elle et entre dans la zone d'examen. Là, il concentre son esprit et lance un sort de tornade sur le moulin, et les vents violents réduisent le pauvre moulin en morceaux. Harel se rend compte que le moulin n'était pas fait de mithril. L'examinateur lui annonce qu'il a réussi et demande à Colette de commencer son test. Elle se sent encore plus nerveuse après la démonstration impressionnante d'Harel, mais il lui rappelle de rester calme. Finalement, Colette passe son examen et le réussit. Pendant qu'Harel quitte le lieu, il se dirige vers les autres écoles de magie et réussit tous les examens avec brio. À la fin, Harel se rend à l'école de magie noire,
surpris par l'état en ruine du bâtiment. En parcourant les couloirs, il remarque une créature étrange dans une boîte. Soudain, une femme s'approche de lui et lui demande s'il a vu son animal de compagnie, Gooey! Harel pointe la boîte et elle en sort rapidement la créature étrange, ravie de retrouver son compagnon. Elle se vante fièrement devant Harel qu'il s'agit d'une chimère qu'elle a créée dans son laboratoire. Soudain, un squelette souhaite la bienvenue à Harel dans son école, mais par instinct, il tranche sa tête. Harel se demande s'il s'agit d'un monstre mort-vivant, mais le squelette se présente comme une personne normale, appelée Latalia. Harel s'étonne de la voir marcher en tant que squelette et lui demande comment passer l'examen de l'école de magie noire. Latalia lui explique que, comme personne ne souhaite apprendre la magie noire, il n'y a même pas d'examen. Bien qu'intrigué par leur attitude désinvolte, Harel décide de rejoindre l'école quand même. Ensuite, il retourne en ville, où Kaido et les filles l'appellent. Les enfants se précipitent pour lui demander dans quelle école il compte aller, puis commencent immédiatement à se disputer pour savoir qui pourra le réclamer. Harel soupire et révèle qu'il prévoit de fréquenter toutes les écoles en même temps. Kaido pense que suivre 3 écoles simultanément est déjà impossible, mais Harel révèle qu'il compte en réalité fréquenter les 6 écoles de magie de la ville, en comptant du rouge et bleu jusqu'au blanc, jaune et noir. Les enfants sont abasourdis par l'ambition folle d'Harel, sentant leur monde complètement bouleversé.